Et on vous attendait tous connectés dans votre salon, dans votre bureau peut-être, dans votre cuisine, en famille, je ne sais pas, et peut-être en groupe avec des membres du Syntec un peu partout en France. On est ravis de vous retrouver pile à l'heure aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Je suis journaliste et je vais vous accompagner, mais comme n'importe quel journaliste, je ne connais pas grand-chose. En fait, je viens pour apprendre et je viens pour échanger, apprendre beaucoup de choses évidemment avec tous les intervenants qui sont vos invités cet après-midi pour ce colloque si particulier. On va parler ensemble de territoire, de développement du territoire. On va regarder s'il y a une fracture ou si c'est qu'une vue de l'esprit depuis Paris. On va se parler sans tabou, sans langue de bois, avec tous ceux qui nous font le plaisir d'être à nos côtés cet après-midi. Et vous pourrez interagir, je vous donnerai les informations dans quelques instants. Vous pourrez nous poser toutes vos questions, évidemment, tout au long de ce rendez-vous digital jusqu'à 19h. Je voudrais d'abord que l'on accueille celui qui nous invite aujourd'hui. C'est lui qui a le grand plaisir de tous nous réunir. Votre président, Laurent Giovacchini. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup et je sais que vous avez un plaisir tout particulier de retrouver vos adhérents et toutes les équipes, tous les Syntec aussi, derrière la caméra. Oui, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque et de vous accueillir tous derrière les caméras dans un format qui malheureusement n'est pas celui que nous aurions escompté. Nous avions espéré avoir beaucoup de monde physiquement avec nous ce soir, mais nous savons que vous êtes avec nous chez vous, nombreux et probablement très intéressé par cette question des territoires que nous allons aborder ensemble ce soir. Et justement, ce forum, c'est particulier, dans ce contexte si particulier. Pourquoi avoir choisi de créer ce colloque et d'inviter tous ceux qui nous regardent? Parce que notre point de vue, c'est que les territoires, la problématique du territoire est loin, très loin d'être déconnectée du contexte que nous vivons aujourd'hui. On le voit bien, le gouvernement lui-même et le Premier ministre tout particulièrement s'attachent à définir des modalités de gestion de la crise territorialisée, comme il le dit lui-même. Et puis, cette question des territoires, nous, on la porte depuis longtemps. On avait commencé au sein de la fédération à la porter au travers de la mise en place de délégations régionales, il y a maintenant 5 ans, pour gagner en visibilité auprès des pouvoirs publics, auprès des décideurs. On a continué ensuite avec, dans le contexte de la crise des Gilets jaunes et le contexte post-Gilets jaunes, à regarder comment lutter contre la fracture territoriale, contre le sentiment d'abandon des zones rurales, des zones périurbaines. Et l'épisode que l'on traverse aujourd'hui, ses conséquences ont montré que de nouveaux modèles sont possibles, qui font plus de place au territoire et pas aux seules grandes métropoles qui captent, on le sait, l'essentiel de la richesse dans notre pays, en tout cas de la croissance dans notre pays. Et en tant qu'organisation professionnelle responsable, on se devait d'anticiper aussi cette partie du monde de demain. Ce qu'on a vu par exemple pendant la crise, c'est que le télétravail, assez largement généralisé, on va peut-être d'ailleurs apprendre ce soir que l'on va être tous incités à le généraliser encore davantage pendant quelques temps. Oui. Eh bien ce télétravail, c'est parmi ses bénéfices secondaires, le moyen de pouvoir également mieux valoriser nos territoires, de ne pas travailler uniquement à partir de ces grandes métropoles. Nous, les métiers de la Fédération Syntec, le numérique, le conseil, l'ingénierie, la formation professionnelle, l'événementiel, on a beaucoup contribué à favoriser ces grandes métropoles. Ce qu'il fallait, c'est être tous ensemble dans des grands hubs avec un nombre important de sachants, de milieux universitaires, de start-up, de pôles de compétition, etc. On s'aperçoit que ce modèle, il atteint ses limites et qu'il faut trouver le moyen de mieux associer le reste du territoire en participant au maillage territorial. C'est un peu l'enjeu, pour moi, de ce colloque ce soir. Et on le verra, ce sera illustré par des focus particuliers, des témoignages particuliers que nous aurons tout au long de ce rendez-vous digital. À vos côtés, on va le présenter dans un instant, mais vous avez souhaité accueillir le président du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Pourquoi cette invitation ? Bon, elle était naturelle. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est la 3e Assemblée de la République, n'est-ce pas, Monsieur le Président, mais ça représente la société civile via des hommes et des femmes de terrain.
c'est une sorte de France en miniature. Et c'est un outil de la réforme, du changement. C'est aussi le Conseil des territoires via les conseils économiques et sociaux et environnementaux régionaux, placés, vous le savez, auprès des conseils régionaux. C'est la raison pour laquelle, pour mener cette réflexion sur les territoires, aboutir à des propositions concrètes et les plus justes possibles, les plus pragmatiques possibles, il nous paraissait indispensable d'intégrer le CESE, qui est incontournable sur le sujet. Et alors Patrick Bernasconi, bonjour. Bonjour. Merci Monsieur le Président. Alors, d'abord, merci d'être avec nous. Je ne voudrais pas réduire votre présence au fait que vous avez juste traversé une place pour venir nous voir, parce que votre agenda fait que vous êtes sorti de l'hémicycle exprès pour nous avant d'y retourner. Donc, merci pour ça, peu importe la distance, et merci de nous faire l'honneur de cette présence. Vous êtes au cœur de la question des territoires, évidemment, au sein du CESE. Pourquoi est-ce que cette question devient de plus en plus, je ne sais pas si c'est important, en tout cas revient de plus en plus dans l'actualité? Je crois qu'on a un pays qui aujourd'hui est assez fracturé. Et le CESE, d'ailleurs, depuis le début de cette mandature, a cherché à travailler sur deux axes importants, celui de la cohésion sociale et de la réduction des différentes fractures. Alors les fractures, elles sont nombreuses et variées. On peut parler de la fracture numérique qui rejoint d'une certaine façon la fracture des territoires. On peut parler aussi bien évidemment des fractures climatiques. Donc on a aujourd'hui beaucoup de fractures à l'œuvre et il s'agit aujourd'hui de travailler évidemment sur ces problématiques pour essayer de les résoudre et d'apporter des solutions. Le CESE, évidemment, le Conseil économique, social et environnemental, est parfaitement formaté pour travailler sur ces sujets. C'est des sujets quand même qu'on voit monter depuis pas mal d'années quand même. Et nombreux sont ceux qui, à un moment donné, ont pointé du doigt ce fossé qui se creusait entre les territoires et les métropoles, entre les élites et la France d'en bas. Enfin voilà, il y avait quand même un certain nombre de mots qui étaient placés sur ces problématiques et on voyait bien qu'il fallait quand même essayer d'y travailler. C'est la raison pour laquelle nous, on a travaillé sur des sujets importants comme par exemple les déserts médicaux, qui est un vrai sujet qui rejoint les sujets des territoires. Et on voit bien à quel point aujourd'hui ce sujet est d'actualité. On a travaillé sur d'autres sujets autour du numérique. Et puis, lorsque le mouvement des Gilets jaunes est apparu, on a produit un avis qu'on a appelé Fracture et Transition, qui est un avis qui essaie d'apporter porter un regard particulier là-dessus et avec un certain nombre de recommandations. Donc, on est vraiment au cœur de ces problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être imaginer une autre façon de faire, une reconnexion au territoire, une décentralisation réelle, enfin, peut-être sortir de ce pays qui est quand même extrêmement jacobin vers un autre modèle. C'est pas facile. Hein, il y a des résistances extrêmement fortes et chaque fois tout le monde dénonce l'État, mais tout le monde a en France une capacité à demander l'aide de l'État en même temps. On est souvent dans ce paradoxe. Et c'est ce paradoxe qu'il s'agirait de vaincre d'une certaine manière. Et c'est un paradoxe très français, bien sûr. La Fédération Syntec, à travers tous les Syntec et tous les adhérents, ce sont les territoires. Mais la Fédération Syntec, c'est aussi finalement une partie prenante importante, et notamment un corps intermédiaire. Et cette question des corps intermédiaires, en fait, est un peu dans le flou depuis quelques années, on va dire. Quel est le rôle que vous voyez, vous, justement, pour ces corps intermédiaires, à l'aune d'un changement de société, d'un changement de monde tel qu'on nous l'annonce ? Les corps intermédiaires sont aujourd'hui un peu comme les partis politiques, un peu comme les autres institutions quelque peu affaiblies. Et cette courroie de transmission vers tous les Français, comme elle est affaiblie, évidemment, elle a créé, a permis plutôt l'émergence d'un certain nombre de difficultés, dont le mouvement, par exemple, des Gilets jaunes a été, là pour le coup, un exemple très, très criant. Et donc, il faut absolument que les corps intermédiaires retrouvent leur place. Les corps intermédiaires, c'est cette société civile organisée. Aujourd'hui, le CESE, il est composé de 80 organisations, toutes très différentes. Cela va des organisations d'employeurs, alors des plus grandes comme le MEDEF, dont fait partie bien sûr le Syntec, hein, oui. mais en passant par la CPME, les artisans, les professions libérales, les agriculteurs, l'économie sociale et solidaire. Toutes les organisations syndicales sont aussi représentées au CESE, qu'elles soient représentatives ou non représentatives. Et puis après, vous avez toute la galaxie des associations, ONG, en passant par les familles, par le mouvement associatif, par les jeunes, organisations étudiantes, ONG environnementales. Voilà. C'est cet ensemble-là qu'est le CESE aujourd'hui, donc une représentation des corps intermédiaires. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc il faut aller plus loin.
D'où l'émergence demain d'aller vers d'autres outils qui permettent de se reconnecter aujourd'hui aux citoyens, et donc l'utilisation d'outils de participation citoyenne, et on l'a vu à travers un exemple assez fort qui a été la Convention citoyenne pour le climat. Exactement. Avec 150 citoyens tirés au sort. Ce sont de nouvelles formes de démocratie qui se mettent en place, de démocratie participative. Alors moi j'y accorde une importance évidemment très forte, mais elle doit trouver sa place à côté de la démocratie représentative. Il ne s'agit pas de se substituer à la démocratie représentative, représentée évidemment par les deux autres assemblées. En un mot, et ce sera le dernier, dans quel sens allez-vous, le CESE? Quelle est l'impulsion que vous donnez justement dans cette période de changement, et quelle impulsion notamment pour les territoires? Le CESE aujourd'hui, il est dans une réforme. Ce soir va débuter en première lecture au Sénat la loi organique sur le CESE. Elle est passée à l'Assemblée nationale. Oui. Donc il y a une loi organique extrêmement importante pour le CESE. Ce qui est souhaité dans cette loi, et nous on a travaillé sur ces points-là, c'est d'abord de clarifier notre rôle par rapport aux deux autres assemblées. Bien sûr. On est une assemblée consultative. On n'est pas l'Assemblée qui écrit la loi et qui votons la loi, mais on est une Assemblée consultative. Mais une fois que l'on a dit ça, on est aussi une Assemblée qui doit éclairer évidemment les pouvoirs publics. Donc on doit être mieux saisi, plus saisi, donc être dans le processus institutionnel de façon plus forte, plus marquée, c'est dans la loi. Et puis on doit aussi, alors ça rejoint mon propos d'avant, être au cœur du débat public, être un peu cette institution qui permet de mettre un trait d'union entre le citoyen et le pouvoir exécutif. Voilà les objectifs que l'on s'est fixés à travers cette loi organique. Et on est évidemment, nous, cette Assemblée des corps intermédiaires, on a cette représentation et on espère évidemment augmenter cette Assemblée de la participation citoyenne. Évidemment. Il faut que ça se complète, il ne faut pas que ça s'oppose dans un processus institutionnel. Et merci pour ça et merci pour les corps intermédiaires que vous rassemblez évidemment. Laurent, on va être ensemble pendant 2 heures. On se retrouvera tout à l'heure pour la conclusion avec le ministre Alain Griset qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Justement, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce colloque? Très simplement, le recueil des propositions, des retours d'expérience de terrain, des suggestions qui vont nous permettre ensuite de construire des propositions concrètes qu'on va porter au niveau de la fédération sur la question de la revitalisation des territoires. Je voudrais remercier vraiment tous ceux qui ont accepté ce soir d'être des nôtres. Ils viennent, vous allez le voir, de profils très divers, d'horizons très divers. Et puis, merci, Monsieur le Président, merci, cher Patrick, pour votre présence parmi nous ce soir. Merci. Merci vraiment. Et puis vous qui êtes chez vous, dans vos bureaux, en train d'assister à ce colloque, vous pourrez participer évidemment à tout moment. Je vais me nourrir de vos questions pour interviewer, interpeller aussi et converser avec vos invités. Mais comment faire? Je vous l'explique en vidéo. C'est tout de suite, regardez. Comment poser vos questions durant l'émission? Si vous vous connectez depuis un PC ou un Mac, la fonction questions-réponses se trouve en bas de la fenêtre de Zoom. Pour l'activer, cliquez sur l'icône. Une boîte de dialogue va alors s'ouvrir. Saisissez votre question dans la case prévue à cet effet et appuyez sur « Envoyer ». Il vous est également possible de voter pour une question posée par un autre participant. Appuyez alors sur le pouce levé situé en dessous de la question que vous souhaitez promouvoir. Si vous vous connectez depuis un smartphone ou une tablette, le principe est le même. Appuyez sur l'icône Questions-réponses en bas de l'écran de l'application Zoom. Puis, dans l'écran suivant, appuyez sur la touche Poser une question. Saisissez votre question et appuyez sur la touche d'envoi du message. Il vous est également possible de voter pour une question posée par un autre participant en appuyant sur le pouce levé situé juste en dessous de la question. Bon programme à toutes et à tous. On va faire un constat ensemble et parler de la revitalisation des territoires dans cette première séquence avec vos invités. Ils nous ont rejoints, je vais avoir l'occasion de vous les présenter dans quelques instants. La crise est venue évidemment exacerber les enjeux auxquels nos entreprises sont confrontées et a mis en évidence qu'une nouvelle politique d'aménagement du territoire semble aujourd'hui possible et même souhaitable bien sûr, à l'heure où les modèles sont repensés. Quelle analyse pouvons-nous faire ?
On a pris un médecin, alors puisque tous les médecins sont sur tous les plateaux télé, nous on a pris notre médecin à nous, spécialiste, j'allais dire, de l'économie, mais aussi de la société française. Il nous analyse bien. Il n'est pas épidémiologiste, mais peut-être qu'il saurait en parler versus sociologie, versus économie. C'est Pascal Perrineau. Bonjour Pascal. Bonjour. On vous a déjà présenté comme un médecin ou pas? Non, jamais, bien que je sois d'une famille de médecins. De médecins. Alors, ça me rappelle de bons souvenirs de mon enfance. Docteur Perrineau, pour débuter, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce décryptage, évidemment. L'actualité nous montre une fracture territoriale, nous montre ce besoin énorme, finalement, de décentraliser aussi. Il y a des demandes, des cris du cœur. J'aimerais que vous puissiez partager avec nous les enjeux et les solutions aussi pour vite renverser la donne, pour répondre en fait aux attentes en fait, de tous ceux qui nous regardent et qui, plus que jamais, ont envie de laisser respirer et vivre les territoires. Alors on va tenter en quelques minutes de répondre à cette question qui nécessite à la fois qu'on se mette d'accord sur un diagnostic, oui, afin ensuite de pouvoir se projeter fort de ce diagnostic dans l'avenir. Oui. Alors en effet, on parle depuis maintenant des mois et même des années d'une fracture qui est la fracture territoriale. Oui. Cette fracture territoriale, elle ne serait pas préoccupante en tant que telle, il y a toujours eu des territoires différenciés, mais le problème c'est qu'à la fois ces fractures se sont accentuées et ces fractures surtout se superposent de manière extrêmement dangereuse avec d'autres types de fractures, des fractures sociales et des fractures politiques. Donc je vais m'efforcer très rapidement de dresser le portrait. La fracture territoriale. La fracture territoriale, en effet, on a vu dans les dernières années des inégalités territoriales se creuser, au fond entre deux univers, grosso modo, l'univers de Paris et des grandes métropoles urbaines, et ce qu'on pourrait appeler leur hinterland, rural et urbain, ce qui ne veut pas dire que toutes ces métropoles se portent bien et que tous ces interlands se portent mal. Oui. Hein. Mais il y a eu là un approfondissement de ces inégalités. Et puis, il y a eu le retour de la question sociale. Au fond, on avait l'impression qu'on avait largement résolu la question sociale, et la question sociale nous est revenue en plein visage, en particulier, on le mentionnait tout à l'heure, au travers de ce mouvement d'un nouveau type, complètement nouveau, qui est en effet celui des Gilets jaunes. Et qui est un nouveau mouvement social, parce que c'est un mouvement social, j'allais dire, de colère chaude. Avant, les colères sociales qui exprimaient la question sociale, elles étaient refroidies d'une certaine manière par toute une série de corps intermédiaires. Les syndicats, les partis, les associations. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune instance de refroidissement. On est dans de la colère chaude qui rentre brutalement en conflit avec le pouvoir central sans qu'il y ait de véritables corps intermédiaires susceptibles d'être autant de garde-barrières qui transforment la colère chaude en colère froide. La fracture sociale, donc, s'est accentuée et elle s'inscrit maintenant dans le territoire. Je vais vous montrer une carte qui s'efforce de synthétiser cela, qui est la carte qu'on appelle de l'indice d'inégalité composite, qui prend 4 indicateurs, le chômage, la pauvreté, le pourcentage de jeunes sans diplôme et le pourcentage de familles monoparentales. Oui. Et plus en effet c'est rouge, plus on est dans des zones très profondément touchés par ces phénomènes qui créent de la fracture sociale et la fracture territoriale. Et vous voyez apparaître, grosso modo, une France que l'on connaît, hélas, assez bien, qui commence dans le pourtour de la région parisienne, particulièrement au nord, s'étend jusqu'à la frontière belge, également tout l'est intérieur, entre les anciennes zones de la sidérurgie jusqu'aux confins de la Bourgogne, et puis toute la bordure méditerranéenne et surtout la bordure occitane. Et également, on le voit, une partie de la Garonne et bien sûr la Corse. J'allais dire bien sûr parce qu'on la retrouve depuis des décennies, cette Corse. Et il faudrait rajouter d'ailleurs, puisqu'on parle de la France, tout de même la France d'outre-mer. Évidemment, les territoires. Qui est très touchée, en effet. Donc là, on a, si vous voulez, ce que certains appellent de manière un peu lapidaire, deux France qui, peu à peu, dérivent, prennent de plus en plus de distance l'une par rapport à l'autre et ont de moins en moins de communication. Et moi, ça m'avait frappé, je suis électoraliste, je suis politiste, ça m'avait frappé en particulier dès qu'on a
commencé à consulter les Français sur l'Europe. On se dit l'Europe, c'est un truc moderne, l'Union européenne, c'est l'avenir, etc. Et quand on a commencé à consulter les Français, c'était en 1992, Oui. sur le fameux accord de Maastricht, moi j'étais frappé. J'ai vu apparaître une carte territoriale, mais qu'on ne connaissait pas. C'était pas la France de gauche, c'était pas la France de droite, et la France du non, c'était largement celle que l'on voit là. Hein, c'est-à-dire que commençait à s'exprimer, il y a tout de même, il y a près de 30 ans, hein, commençait à s'exprimer dans les bulletins de vote une fracture qui était une fracture sociale et territoriale d'un nouveau type, et ça a fait en 30 ans un chemin tout à fait redoutable. Et venons-en à cette fracture politique. Oui. Hein, vous voyez, la fracture territoriale épouse la fracture sociale qui commence à trouver des vecteurs d'expression politique. Hein. Ils sont multiples, je me contente de les mentionner. La crise de confiance générale vis-à-vis de la politique. Aujourd'hui même, un collègue anglais vient de sortir un petit livre, il enseigne à Sciences Po, Colin Hay, qui s'appelle The Hate of Politics, la haine de la politique, hein, qui est à l'œuvre vraiment de manière très forte. La mobilisation des Gilets jaunes, avec 40% des Français qui veulent que ça continue. Hein, faut pas croire que les Gilets jaunes, ils sont pas très nombreux, peut-être, mais ils ont derrière un soutien d'opinion. Le retrait civique et le vote protestataire, qui ne cesse de monter. Les dernières élections municipales, on n'avait jamais vu ça, presque 56% d'abstention. Alors il y a bien sûr l'effet Covid, mais 56%. Au municipal, ce Au qui n'est pas municipal, habituel, qui est bien sûr. l'élection qui est dans le cœur de tous les Français. Bien sûr. Hein, donc il y a là de multiples signaux de crise de la représentation politique. Et les votes protestataires aux dernières européennes, les grandes formations protestataires de gauche et de droite, c'est 44%. C'est-à-dire presque un Français sur deux. Oui. Hein, donc on pourrait comme ça, bien sûr, en parler pendant très longtemps. Et j'avais créé il y a quelques années une enquête Fracture française qui vient d'être faite début septembre. Alors là, on s'aperçoit que si on approche les territoires, le portrait est plus nuancé. Parce que les Français, ils continuent, eux, à avoir confiance dans les élites locales. Et particulièrement dans les maires. 71% de confiance dans les maires. Hein, à l'issue de la crise du Covid, etc., ils ont vu ce que leurs maires faisaient sur le terrain, même parfois avec des moyens faibles. 71%. 54% pour les conseillers départementaux. Et vous savez, très souvent, on présente le département comme un truc de ringard. Oui. Hein, on se dit, oh, c'est appelé à disparaître. Attention, 54% des Français ont encore confiance dans leur conseiller départemental. 48% dans leurs conseillers régionaux, etc. Donc vous voyez, le local a encore de beaux jours devant lui. Et il faut faire avec ces femmes et ces hommes qui, dans ces différentes instances, sont à l'œuvre et ont été incroyablement à l'œuvre dans la crise du Covid pour combler les déficits de la puissance publique étatique. Il ne faut pas l'oublier, les Français l'ont bien perçu comme ça. C'est vrai. Alors qu'au plan national, regardez, 29% de confiance dans les députés, 36% dans la présidence de la République, 42% dans l'Union européenne. Bien. Donc, on voit bien que si le national veut donner des leçons au local, il ferait mieux de s'inspirer et de se réenraciner dans le local, ce qui pose la question décentralisatrice dont le président du CESE parlait tout à l'heure. Et puis du côté des acteurs économiques, alors là, record toute catégorie, les PME. Les PME sont aujourd'hui une des institutions dans lesquelles les Français ont le plus confiance. 81%, c'est rare, vous voyez, hein, c'est littéralement énorme. En revanche, ce n'est pas toutes les entreprises. Il y a un clivage entre les grandes entreprises, où la confiance est plus comptée, elle n'est pas nulle, hein, mais elle est plus comptée. Mais alors, les PME, là, il y a quelque chose, on peut dire, à faire. Alors, là, vous avez la carte de la France des Gilets jaunes. Vous voyez, plus c'est foncé, plus c'est Gilets jaunes. On retrouve largement une carte proche de l'indice d'inégalité que je présentais tout à l'heure. La France de la protestation électorale, là c'est par commune, c'est un niveau très fin. Plus c'est noir ou grisé, plus en effet Marine Le Pen et le Rassemblement national ont fait un score élevé. Vous retrouvez, regardez, exactement les mêmes zones. Oui. Hein, la bordure occitane, prolongée jusqu'aux Alpes-Maritimes, le début de la vallée de la Garonne et le Grand Est étendu jusqu'au nord Pas-de-Calais. Hein. L'attachement, vous m'excuserez parce que là on ne voit pas très clair, l'attachement au niveau territoire, alors là c'est très frappant parce qu'on est bien dans un pays particulier en France. Pourquoi ? Les Français ont deux patries. Ils ont la France. Si vous voulez, la triple nationale en France, elle est forte. Ce n'est pas forcément du nationalisme, mais on est attaché à notre pays. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une grande patrie et une petite patrie. Et la petite patrie, c'est la commune. Mais même en milieu urbain,
hein. On est très attaché à sa commune. Hein. Donc attention aux idées technocratiques, on va fusionner tout ça, etc. Je veux dire, attention, allons-y à pas compter, à pas prudent. Bien sûr. Parce que si on écrase les seules institutions dans lesquelles les Français ont encore confiance, ça s'apparente à du masochisme politique. Et là, vous avez le vote Le Pen et le rapport à l'urbain. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'en gris, vous avez le vote Le Pen, en jaune, moutarde, vous avez le vote Macron. Et on va des communes toutes petites jusqu'aux grandes communes. Et vous apercevez que plus on est dans de l'urbain, de grandes mégalopoles, plus Emmanuel Macron est élevé. Plus on prend de distance par rapport à ces grands pôles urbains, plus, en effet, Marine Le Pen est élevée. On voit très bien, si vous voulez, que le second tour de l'élection présidentielle, dont on disait très souvent, mais il n'a aucun sens, c'est absurde, il n'y a pas la gauche, il n'y a pas la droite, mais il a du sens. Il a du sens parce qu'il commence à exprimer les fractures territoriales. Plus on est dans ces zones d'interland urbain, rural qui vont mal, plus en effet Marine Le Pen est chez elle. Alors qu'avant, au début du Front National, c'était le contraire. C'était le contraire. Son père était très à l'aise dans des quartiers. Par exemple, il avait commencé comme élu à Paris, oui. Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, oui. Maintenant, à Paris, le Rassemblement national, c'est presque un objet complètement marginal. Hein. En revanche, vous allez dans les petites communes au fin fond des Ardennes, au fin fond de la Meuse, au fin fond du Pas-de-Calais, au fin fond du Gard. Là, vous allez avoir des pourcentages tout à fait élevés. Donc, on voit bien que par rapport... Et je terminerai par là. Toutes ces fractures qui sont en train de devenir séquentes et qui annoncent peut-être des lendemains extrêmement difficiles. Oui. Extrêmement difficiles. Il y a une réponse que le système, au fond, n'a pas véritablement explorée, parce qu'au fond, le système, qu'il soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, il fonctionne avec les mêmes élites de la haute administration, les mêmes élites technocratiques qui ont de multiples vertus. Je contribue à les former, donc je ne vais pas... Voilà. Ils ont de multiples vertus, mais ils ont aussi leurs limites. Bien sûr. Hein. Ils ont aussi leurs limites, et vous vous apercevez qu'au fond, leur formation fait qu'ils n'ont pas la tripe décentralisatrice. Et que la décentralisation française, au fond, si je voulais manier un paradoxe, elle n'a jamais véritablement existé. Oui. La décentralisation, on l'a faite avec des centralisateurs. Que ce soit François Mitterrand, que ce soit Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron. Alors d'abord, merci Pascal Perrineau, c'est toujours un bonheur de vous écouter. Merci de le dire en tant que l'un des patrons de Sciences Po qui va faire changer justement cette élite de demain certainement. Une petite question, est-ce que le fameux plan de relance dont on parle va dans le bon sens selon vous, pour changer cette France-là, pour changer de cap? Est-ce qu'il faut accélérer le changement selon vous? Écoutez, on ne va pas bouder son plaisir. Oui. Le plan de relance était utile. On aurait pu rêver peut-être d'une autre architecture, mais ce plan de relance est tout à fait utile dans, comment dire, non pas l'annihilation de la fracture sociale, Bien sûr, oui. mais dans une fracture sociale qui est avivée énormément par la crise du Covid, il est urgent de maintenir un tissu social qui ne se déchire pas. Le plan de relance va dans ce sens, mais c'est une réponse qui est nécessaire, mais c'est une réponse à court, moyen terme. Ça ne résout pas à long terme les effets délétères de ces fractures que l'on vient de cerner. Évidemment. Merci Pascal Perrineau pour ça. Je vous garde avec nous parce que vous allez rencontrer dans un instant Marie-Laure Collet qui est avec nous, qui est à la tête du Syntec en Bretagne, avec les équipes et les adhérents du Syntec. Merci Marie-Laure d'être avec nous. Mais juste avant, je voudrais qu'on continue à analyser cette France dont on parle, à parler finalement de ces territoires si importants. Avec vous, Flora Baumelin, vous êtes directrice d'études au sein de l'Institut d'études IFOP. Merci d'être avec nous, de nous accorder ces quelques instants parce que vous avez mené une enquête justement auprès d'un panel de Français. Vous allez juste nous raconter ce dont il s'agit et vous allez nous parler, vous, précisément de revitalisation des territoires. Oui, tout à fait. Merci, merci Nicolas. Donc en effet, sur ce sujet de la fracture territoriale, on a voulu s'intéresser à l'aspect fracture territoriale du point de vue des entreprises. Oui. Et donc on a souhaité interroger les premiers concernés, c'est-à-dire les actifs en poste en France sur l'ensemble du territoire.
Alors, en termes de méthodologie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé donc, un échantillon de 1000 actifs représentatifs, donc des actifs français, via un questionnaire online en début de mois, donc du 29 septembre au 5 octobre dernier. Oui. Le premier sujet auquel on s'est intéressé avec eux, c'était leur vécu de situation de mobilité professionnelle et puis leur envie par rapport à ces différentes situations. Donc les différentes situations que vous avez, elles sont listées ici. On leur a parlé à la fois du fait de changer de région pour des raisons professionnelles, de quitter une petite agglomération pour une plus grande, ou inversement, de quitter une métropole pour une plus petite agglomération. On leur a parlé du fait de déménager en région parisienne, ou à l'inverse, de quitter la région parisienne. Donc la première question, c'est est-ce que vous avez été concerné par un changement ou est-ce que vous seriez intéressé par un changement? Exactement, c'est ça. Voilà. Et puis simplement juste sur la dernière situation qu'on a évoquée, parce qu'elle est très importante, c'est sur l'aspect du travail, du télétravail à 100%, c'est-à-dire en full remote, où potentiellement on est très loin de l'entreprise qui nous embauche. Oui. Donc, sur ce premier slide, on a à la fois le pourcentage des gens qui ont déjà été confrontés à cette situation. C'est notre première colonne, l'a déjà vécu. Oui. Et vous voyez que les résultats, ils sont assez minoritaires finalement. Il y a peu de gens qui, pour l'instant, ont été confrontés à ces situations. On a des scores entre 11 et 30%. À l'inverse, sur les scores d'intérêt, est-ce que ça nous intéresse finalement de faire l'expérience de ces différentes situations? On a des scores qui sont beaucoup plus élevés. Et notamment sur trois situations qui participent d'un même mouvement, c'est-à-dire le fait de quitter une métropole pour une plus petite agglomération, un intérêt de 45%, le fait de quitter la région parisienne, qui est également à 40%, Oui. et puis le fait de télétravailler en full remote, c'est-à-dire vraiment à 100% en télétravail, 36% d'intérêt. Ce sont des gros chiffres en fait. Voilà, exactement. Et voilà, qui témoignent d'un mouvement, d'une envie. Si on reste sur cette question, je voudrais souligner un point, c'est le clivage qu'on a entre le fait de quitter la région parisienne, un intérêt de 40%, je vous le disais, et à l'inverse, le fait de s'installer en région parisienne pour des raisons professionnelles. D'accord. Là, l'intérêt, il n'est que de 16% au niveau national. Donc on a vraiment cette opposition avec une envie beaucoup plus forte de quitter la région parisienne que de venir s'y installer. J'attire votre attention également sur l'intensité de ces réponses. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a 20% des personnes qui sont intéressées par le fait de quitter la région parisienne qui sont en réalité très intéressées par le fait de le faire. Oui. Inversement, quand on ne souhaite pas s'intéresser en région parisienne, on ne souhaite pas du tout s'installer en région parisienne. Voilà. D'accord. Et puis pour terminer sur cette question, parce qu'elle est réellement intéressante sur plein d'aspects, si on regarde les scores justement obtenus par cette question sur différentes sous-populations, on se rend compte que le clivage il est encore plus marqué que ce qu'on pensait. Parce que finalement, les actifs qui sont en Île-de-France, les premiers concernés, ils sont 59% à se déclarer intéressés par le fait de quitter la région parisienne. Donc c'est 19 points de plus que le score national. Inversement, les actifs qui habitent dans les différentes régions françaises hors Île-de-France, ils sont que 13% à souhaiter s'installer en région parisienne. Voilà, donc l'écart, il est énorme. D'accord. Le dernier point sur cette question, c'est l'attrait du télétravail qui est plus marqué en région parisienne, en Île-de-France, et puis également plus marqué chez les plus jeunes, donc chez les actifs qui ont entre 18 et 24 ans. L'analyse intéressante des gens qui ont pu vous répondre. Peut-être un mot juste pour la perception des entreprises. Oui, alors, la perception des entreprises, des secteurs d'avenir en particulier, donc c'est-à-dire les entreprises qui forment la fédération Syntec, on leur a posé une question spécifique à nos répondants, c'était de savoir, selon eux, où est-ce qu'elles étaient implantées majoritairement. Donc la bonne réponse, c'est qu'elles sont majoritairement implantées en région, puisque 57% d'entre elles se situent. Oui. Donc les actifs qui travaillent en région, ils ont trouvé la bonne réponse. Les 3/4 d'entre eux nous disent oui, elles sont en région. À l'inverse, les actifs qui sont en Île-de-France, eux, ils pensent qu'elles sont pour les 3/4 en Île-de-France. Voilà. Le chauvinisme commence par là, vous en voilà, parliez exactement. tout à l'heure, mais Alors, sur sa commune. On peut à la fois trouver ça drôle et anecdotique, mais je pense que ce qu'il faut vraiment retenir des réponses à cette question, c'est que ça peut réellement être un frein justement au fait d'aller travailler en région. Si on s'imagine que finalement les entreprises d'avenir elles se situent en Île-de-France, on ne va pas forcément avoir envie de la quitter. Voilà. Et puis le dernier sujet qu'on a abordé avec eux, c'était l'attractivité des territoires.
à travers 2 questions. La première, c'est celle de la confiance qu'on accorde à différents acteurs pour favoriser l'attractivité de sa région. Et là, vous allez voir que les chiffres ils rejoignent exactement ce qu'évoquait Pascal Perrineau à l'instant. C'est-à-dire que la confiance, elle est très forte dans les petites et moyennes entreprises, 86%. Elle est également très marquée au niveau de la région, 78%, et des collectivités locales, 77%. En revanche, on a un vrai décrochage par rapport aux grandes entreprises. Alors, la confiance est toujours majoritaire, 57%. Et là, envers l'État, on est à 35%. Donc, c'est-à-dire que finalement, c'est les acteurs locaux à qui on accorde sa confiance pour favoriser l'attractivité de la région. Et à l'inverse, les grandes entreprises, l'État, qui ont plutôt un rôle national, à l'échelle nationale, ils ne sont pas perçus comme pouvant contribuer à cette attractivité de la région. Et puis pour terminer... la question du logement et des transports. Exactement. Dans l'aménagement du territoire. Exactement. On a demandé quelles étaient les dimensions prioritaires à travailler pour favoriser, pour donner envie d'aller vivre en région, pour rendre la région attractive. Et là-dessus, on a un consensus, que ce soit entre les actifs franciliens ou entre les actifs en région. C'est d'abord l'habitat, la qualité de l'habitat, l'offre de logement. Ensuite, on a les réseaux de transport, et puis on l'évoquait juste avant ensemble. Et puis, les réseaux de soins et l'accès à la santé. Ça, c'est les trois points très importants. Simplement, peut-être sur le quatrième qui arrive donc au pied du podium, il y a également un besoin fort qui est ressenti sur la qualité de l'éducation et puis l'offre de formation. Et c'est intéressant de voir ces chiffres. Je vous laisse terminer peut-être en un mot. Alors, en un mot, simplement peut-être... Pour résumer ce qui a été dit, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'attractivité des régions, elle est réelle, notamment auprès des actifs franciliens. Il y a une vraie envie d'aller s'installer en région. Et puis, avant tout, on accorde sa confiance aux acteurs locaux pour favoriser, dynamiser l'attractivité de la région. Je vais demander le regard de ceux qui sont à vos côtés. Merci beaucoup, Flora, pour cette présentation efficace et concise. Pascal Perrineau et puis ensuite Marie-Laure Collet. Pascal, votre regard, je vous ai vu prendre plein de notes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous apprenez, vous, dans cette étude? D'abord, on apprend, si vous voulez, que la France vue de Paris et de l'Île-de-France et la France vue des régions, là aussi il y a 2 France. On ne voit pas du tout, et même par moments c'est caricatural presque, hein, lorsque l'on voit ces franciliens qui sont persuadés que l'avenir, la high-tech, c'est Paris de France. La Défense et Paris. La Défense et Paris. Il y a là, si vous voulez, on ne sort pas aisément d'une culture centralisatrice et étatique. Oui. Mais cette culture centralisatrice et étatique qui a pu être sous le gaullisme et le pompidolisme florissant, qui a pu être un avantage, et devient aujourd'hui un véritable handicap. Oui. Ce qui a été, je crois, à un moment dans les années 60, un véritable avantage est devenu un handicap. Pourquoi ? Parce que les acteurs auxquels on fait confiance n'ont rien à voir avec ces acteurs étatiques ou ces acteurs politiques nationaux. Bien sûr. On fait confiance aux acteurs locaux, aux PME, c'est-à-dire on fait vraiment des institutions, des instances auxquelles l'État, très souvent, ne pense même pas. Oui. Vous voyez, hein, et donc, il y a là, si vous voulez, une véritable révolution. Alors, je sais que le président avait fait son livre au moment de sa campagne électorale qui s'appelait Révolution, mais là, c'est pour lui-même et les gens qu'il représente dans le pouvoir national, tous les représentants de l'État aussi sur les territoires, qui jouent un rôle non négligeable. Hein. Ça demande à tous ces hommes et à toutes ces femmes une véritable révolution culturelle. Hein. Et ça, c'est un défi majeur. Il faut s'y mettre à plusieurs pour engager cette révolution culturelle, à la fois, bien sûr, dans les régions, qui font leur preuve tous les jours de leur imagination, mais aussi, j'allais dire, au centre. Au centre, il faut changer les manières d'être, les manières de concevoir. Et vous parlez de cette révolution en territoire. Marie-Laure, je dirais que vous êtes sur un territoire magnifique, la Bretagne, où la révolution, on la connaît depuis très longtemps. Et vous la faites, vous, culturellement, de manière magnifique, et vous le faites, vous, avec vos entreprises. Marie-Laure Collet, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises, notamment Abaca, mais vous êtes surtout la déléguée régionale en Bretagne de Syntec, la fédération Syntec. Peut-être un mot sur ce que vous entendez dans ce que nous a partagé Pascal Perrineau et ce que l'on a entendu dans l'étude de l'IFOP.
Bonsoir. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le constat est fait que la fracture territoriale est là. Par conséquent, me semble-t-il, il faut aujourd'hui être aussi disruptif dans notre façon de penser et réinventer les territoires autrement et réinventer le rapport des territoires avec l'État centralisateur. On a besoin, bien sûr, de l'État. Néanmoins, aujourd'hui, il faut penser différenciation. Suivant les territoires, on a une France plurielle, une France qui est extrêmement riche de par sa géographie, de par ses histoires, au sens historique du terme, et aussi au niveau de ses économies. Effectivement, en Bretagne, on a la chance d'être dans un territoire extrêmement riche en termes de variété de secteurs d'activité. Donc on a ce pouvoir attractif. Néanmoins, on a aussi des handicaps qui sont des richesses. On a un littoral énorme. J'ai l'habitude de dire... Pour se développer, eh bien, on ne peut aller que vers l'Est, puisque au nord c'est de l'eau, à l'ouest c'est de l'eau et au sud c'est de l'eau. Néanmoins, les Bretons, bien souvent, ils disent que la Bretagne c'est plutôt 5 départements en termes historiques. Le 6e département c'est Paris et le 7e c'est le reste du monde, parce qu'il y a la diaspora bretonne un petit peu partout. Donc quand on veut parler de notre région, nous on a une façon de penser qui est assez disruptive déjà, puisque notre territoire ne se limite pas à la géographie. Elle est multidimensionnelle et multidirectionnelle. Néanmoins, nous avons aussi des cailloux dans la chaussure. Vous avez donc, au travers des études et de vos rapports, démontré que les PME avaient un fort pouvoir d'attractivité. Bon, les PME représentent, comme il y en a 150 000 en France, ça représente à peu près un quart de la population active qui y travaille. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a pour moi, il y a une fracture sociale dont on ne parle absolument pas, qui est une fracture de rémunération. Ah bon Et oui, parce qu'en fait, dans les grands groupes ou les administrations, il y a des rémunérations qui sont celles que l'on trouve en Île-de-France, dans les grandes métropoles. Et malheureusement, les TPE, les PME, et on n'a pas parlé de la micro-entreprise, celle qui fait moins de 10 salariés, on en a beaucoup au sein de la Fédération Syntec, eh bien, nous avons des rémunérations qui sont extrêmement basse et en comparaison avec les grands groupes. On a parfois un rapport de 1 à 2 pour le même métier, pour la même fonction. Et donc, il y a l'envie. Donc, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur votre étude. J'aurais aimé qu'on ait sociologiquement aussi le panorama des personnes interviewées, parce qu'il y a l'envie, il y a l'idée. Il y a évidemment un pouvoir d'attractivité dans l'envie, la motivation. Bien sûr. Mais après, dans le passage à l'acte, il y a énormément de freins. Alors, vous avez parlé du logement et de la mobilité. Ça, évidemment, dans les régions, nos infrastructures ne sont pas aussi fournies qu'en Île-de-France. Mais ce dont on n'a pas parlé, ce sont des familles. Quand vous avez 2 emplois, donc les 2 conjoints à replacer, à repositionner dans les régions sur des territoires finalement qui peuvent avoir une richesse comme la nôtre, comme notre Bretagne. Mais bon, quand vous avez un conjoint qui travaille à Rennes et l'autre à Vannes ou l'autre à Saint-Brieuc, eh bien le confort de vie, ça passe par 2 voitures. Le mouvement des Gilets jaunes dans les régions, pensez qu'il est arrivé avec l'histoire de la hausse du carburant. Pourquoi ? Parce que quand vous gagnez le SMIC et que vous devez avoir 2 voitures pour faire à chaque fois 10 km pour aller 10 km pour revenir, et cela 5 jours de la semaine, à 2, eh ben, c'est pas la même chose que lorsque vous prenez le métro. Voilà pour un exemple extrêmement concret. Ensuite, vous avez des familles éclatées. Aujourd'hui, quand vous avez des gardes partagées, eh bien, quand une partie de la famille décide d'aller travailler dans une autre région, quid de la vie de famille en tant que telle. Donc il y a les freins sociologiques qui doivent être aussi levés. Bien sûr. Et puis dans une étude, eh bien effectivement, il y a le rêve. Et puis il y a la réalité avec tous les freins qu'on connaît. Et Marie-Laure, Garance nous écrit, puisque je vous le rappelle depuis tout à l'heure, vous pouvez vous aussi contribuer en posant vos questions. Une des questions qui nous arrive sur le chat de cette rencontre, c'est Garance qui nous met le doigt aussi sur la fracture numérique, en disant le télétravail c'est bien bon, mais quand on est dans zone blanche, comment voulez-vous télétravailler en zone blanche sans Internet, etc. Et Garance nous dit, l'urgence n'est-elle pas avant tout de déployer une connexion numérique homogène sur tous les territoires? Ça fait partie en fait de ces questions. On vous la pose, la question d'ailleurs, la Fédération
Fédération Syntec de Bretagne? Absolument, on nous la pose et on a la chance, grâce effectivement à l'œuvre de notre président de la Fédération Syntec, d'avoir une attention toute particulière sur cette notion de régionalisation. Oui. Et donc nous avons notre voix au MEDEF régional et on y a un siège depuis maintenant 5 ans. Et ça nous a permis de travailler avec la région Bretagne, le président de région, sur le Stradet, donc sur l'aménagement du territoire et notamment le déploiement de la fibre au plus près de chaque foyer. Et bien sûr, ce fameux débat aujourd'hui sur la 5G. Mais c'est une évidence qu'on ne travaille pas et on ne télétravaille pas de la même façon quand on habite à Paris ou quand on travaille en zone blanche, très très loin ne serait-ce que des villes. Pascal, vous entendez dans l'expression de Marie-Laure Collet, qui est l'expression de tous les représentants de la Fédération Syntec qui pourraient venir s'exprimer ici dans tous les territoires, vous entendez un cri du cœur aussi finalement. Ces Français poussent un cri du cœur, les entrepreneurs en plus, qui sont des faiseux, qui ont presque envie de dire à l'État, vous savez quoi, ne vous occupez plus de rien, laissez-nous faire, mais ne nous empêchez pas de faire. Il y a une demande phénoménale, si vous voulez, de ne plus être considérés comme des enfants. Un des gros problèmes d'une culture étatique qui a été la nôtre, centraliste, pendant plus d'un siècle, c'est que ça nous a infantilisés. Oui. C'est-à-dire que les citoyennes et les citoyens réagissent parfois avec un aspect complètement infantile. Parce qu'on est habitué à laisser très très peu de place aux initiatives du monde d'en bas. On attend, d'ailleurs on attend, et on est toujours déçu, le miracle qui vient d'en haut. C'est vrai. Et l'heure est venue, là aussi, quand je parlais de révolution culturelle, de partir des initiatives d'en bas avec un acteur public, un acteur étatique qui n'est qu'un chef d'orchestre, qui met en musique, qui rapproche des acteurs qui ne viennent pas de l'appareil d'État. Ça, c'est l'avenir de l'État. Vous savez, le grand sociologue qui était Michel Crozier disait « Un État moderne, c'est un État modeste ». Il faudrait que l'État français apprenne à devenir un État modeste. Et donc moderne. Marie-Laure, votre dernière intervention? Oui, et j'aime bien ce que vous dites. On n'a pas besoin d'être infantilisé et la Bretagne n'a pas attendu cela. Dès 1991, on a créé Produits en Bretagne. Lorsque justement il y a eu cette ouverture des frontières vers les pays dits low cost, les patrons de l'agroalimentaire se sont rassemblés pour dire on existe, on doit survivre aux achats des distributeurs et cette association formidable a su rassembler des entrepreneurs et des distributeurs. C'est un modèle unique en son genre. Ça fait maintenant plusieurs décennies que cette association existe. On est une terre de réseau. La Bretagne est une terre de réseau et je pense que les régions sont des terres de réseau. On a Femmes de Bretagne, Marie-Éloi qui va intervenir tout à l'heure. On a Bretagne Prospective. On a maintenant le Braze Lab qui travaille sur l'innovation et ce critère de différenciation pour la Bretagne de demain. Vous êtes des terres d'initiative et merci de venir nous représenter ici. Je voudrais vous remercier Flora, Marie-Laure, Pascal. Merci de nous avoir accordé ce temps. Restez avec moi quelques instants parce que les terres d'initiative, on en parle dans quelques instants avec des focus particuliers dans ce colloque. Mais puisque je vous parle de la Fédération Syntec, moi aussi je me pose la question, mais qu'est-ce qu'elle représente la Fédération Syntec? On vous dit tout en vidéo, c'est en quelques images, regardez. Créée en 1991, la Fédération Syntec regroupe dans ses 5 syndicats constitutifs plus de 3000 groupes et sociétés françaises recouvrant les métiers de l'ingénierie, du numérique, du conseil, de la formation professionnelle et de l'événement. Ces métiers de services à haute valeur ajoutée ont la particularité de proposer des services intellectuels et se rejoignent par les profils de leurs entreprises et de leurs salariés, leur parcours de formation, leur forme d'organisation du travail et leur évolution continue. Ces métiers interviennent au service d'entreprises de tous les secteurs et contribuent à les transformer dans les différentes étapes de leur activité. Par exemple, une entreprise industrielle fabriquant des éoliennes et souhaitant développer son activité peut faire appel à des entreprises issues de la galaxie Syntec pour bénéficier de conseils stratégiques, d'études préalables à la mise en place de projets ou d'enquêtes d'opinion pour connaître et comprendre son marché, s'appuyer sur les bureaux d'études techniques et les constructeurs spécialisés en ingénierie pour améliorer techniquement ses produits, former ses salariés aux nouvelles compétences nécessaires pour garantir leur excellence, se fournir en logiciels et en outils pour estimer les ressources éoliennes,
et rencontrer des professionnels du secteur et des clients lors de salons professionnels pour développer son image et son business. La fédération est la principale organisation professionnelle d'une branche dynamique qui réunit plus de 80 000 entreprises de toute taille et sur tout le territoire, regroupe 910 000 salariés, dont presque 70% de cadres, et représente 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 7% de l'économie française. La Fédération Syntec agit au service de ses syndicats membres. Dans le cadre du dialogue social avec les syndicats de salariés, elle négocie la convention collective nationale de la branche, dont elle copilote la politique de formation. Elle défend les intérêts collectifs de ses membres et les représente auprès des pouvoirs publics et d'autres institutions. Enfin, elle met à disposition de ses adhérents et des entreprises des outils de travail, par exemple l'indice Syntec, qui permet de mesurer l'évolution du coût humain des prestations intellectuelles. Association professionnelle résolument orientée vers l'avenir, la Fédération Syntec est un moteur du développement des entreprises et de création des emplois de demain. Et on l'a vu, ce magnifique maillage territorial avec toutes les fédérations Syntec. Vous êtes la richesse de nos territoires, la richesse de la France aussi, parce que vous êtes les faiseux. Et on a voulu aujourd'hui finalement écouter tous ces faiseux qui sont à l'origine d'initiatives et qui donnent vie à ces territoires, qui demandent qu'il peut y avoir ou pas d'ailleurs des fractures et que même s'il y a fracture, vous savez avec beaucoup d'agilité trouver les solutions. Ce sont les portraits que l'on va vous proposer maintenant avec tous ceux qui nous ont rejoints sur ce plateau pour ce colloque. Les initiatives existent, mais quels sont les modèles à suivre? Je voudrais vous présenter Marie-Éloi. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, vous représentez Femmes de Territoire, Bouge ta boîte aussi. Racontez-nous en quelques mots et puis ensuite je poserai la question évidemment à Thibaut et à Delphine. Alors c'est né des territoires, c'est né d'abord de Bretagne comme parlait tout à l'heure Marie-Laure Collet. C'est un réseau d'entraide pour créer son entreprise et en Bretagne on est dans 70 villes, wow. On fait 500 événements entrepreneuriaux par an et une étude d'impact a montré que les entreprises du réseau soutenaient un emploi sur 500 en Bretagne, donc c'est considérable en termes d'impact économique. C'est devenu national l'année dernière avec la Fondation Entreprendre, donc on est aujourd'hui présent dans 39 villes dans les autres régions en 9 mois. Et puis, je suis présidente d'un autre réseau, donc Femmes des Territoires, Femmes de Bretagne, c'est pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Et Bouge ta boîte, c'est pour développer son business, pour faire du chiffre d'affaires, de la croissance, parler de marge, de prospection, etc. Ce ne sont pas des gros mots. Ce ne sont pas des gros mots, c'est hyper important parce que le plafond de verre des entrepreneurs, c'est vraiment l'argent. Et on a créé 100 cercles en France qui se réunissent 3 fois par mois. Donc on fait 300 réunions collectives de dirigeantes d'entreprises. Autant dire qu'en ce moment, c'est un peu compliqué depuis le mois de mars, mais on a tout digitalisé et on est très, très dynamique. Juste un mot, Femmes de Territoire, Femmes de Bretagne, il n'y a que les femmes qui peuvent venir taper à la porte ou les hommes sont aussi conviés? Il y a des échanges aussi avec des hommes? Alors, Femmes des Territoires et Bouge ta boîte, l'objectif, c'est d'aller vers la mixité, c'est de rétablir un déséquilibre qui est là aujourd'hui dans l'économie. On sait très bien que dès qu'on monte un peu dans les échelons, il y a très peu de femmes. Dans les entreprises au-delà de 10 salariés, il n'y a plus que 14% de femmes chefs d'entreprise. Donc, notre impact économique à nous, les femmes, il est aujourd'hui très faible, notamment dans les territoires. 70% des dirigeantes d'entreprises gagnent moins de 1 500 € par mois. Juste une parenthèse, quand on pose la question à un homme, ça veut dire quoi gagner correctement ta vie? Pour eux, on estime que c'est 50% d'entre eux qui disent gagner correctement leur vie. Quand on leur demande ça veut dire quoi? Ils répondent gagner entre 3 et 4 000 € par mois. Et nous, les femmes, c'est 1 500 € par mois. Donc on voit bien qu'il y a un gap énorme et qu'il faut rétablir l'équilibre. Donc ce sont des réseaux féminins, mais avec une ambition de mixité globale. Donc ce sont des coups de boost, 1, 2 fois par mois pour aller vers cet équilibre. On va parler justement de ce que vous faites en territoire et Delphine l'illustrera bien dans quelques instants. Thibaut Duchesne, vous travaillez au CNAM, c'est bien ça, Centre National des Arts et Métiers? Conservatoire, pardon, autant pour moi. Une initiative qui s'appelle Au cœur des territoires chez vous, qui s'occupe de la revitalisation des villes moyennes, notamment. Racontez-nous ce dont il s'agit, en quoi ça nous concerne.
Alors, bonjour. Tout a été presque déjà dit sur le sujet de la revitalisation des territoires par Pascal Perrineau, par le président Giovacchini, sur la démétropolisation. Oui, en fait, comme vous l'inventez le mot, je vous laisse avec, mais la démétropolisation. Et sur la question des deux France. Concrètement, on a vu beaucoup de territoires où besoin de difficultés à avoir des compétences, difficultés aussi à sauvegarder des entreprises, à faire de la reprise d'activité. Et quand on y allait, on nous disait, bon ok, il y a des délocalisations, fuite de capitaux, mais il y a aussi des fuites de talents, des personnes qui vont étudier ailleurs à cause de la métropolisation, ça va mieux, et qui ne revenaient pas dans ces villes moyennes. Du coup, on a inventé une idée qui consistait à faire une offre aux villes moyennes, en leur disant, mettez en amont de l'inclusion sociale, faites venir les publics que vous avez la possibilité de garder pour les former. En aval, faites venir les entreprises pour qu'elles détaillent leurs besoins en offre de compétences. On s'occupe de l'ingénierie de formation. On est allé taper à la porte du ministère de la Cohésion des Territoires. On a fait inscrire le projet dans Action Cœur de Ville. Nous sommes le seul établissement d'enseignement supérieur à rentrer dans un projet du ministère de la Cohésion des Territoires. On a fait un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt. On s'attendait à avoir une trentaine de réponses. On a eu 100 réponses sur les 222 villes d'Action Cœur de Ville. On en a labellisé 55. Et aujourd'hui, on a lancé déjà 17 premiers centres dans ces nouveaux territoires, sachant que le CNAM est premier établissement de formation tout au long de la vie en réseau. Nous avons déjà 150 centres de formation sur tout le territoire. On va passer à 250 centres d'ici 3 ans. La vertu, c'est quoi? C'est que vous avez mis en face des problématiques et des porteurs de solutions. Vous les faites se parler, finalement, vous les faites se rencontrer. C'est quoi le sujet? La première vertu, je vais encore revenir sur les propos de Pascal Perrineau, c'est qu'on a mis le maire au centre du jeu. Il y a une réelle appétence pour la question de la formation, alors qu'auparavant, c'était évidemment le conseil régional, grâce à la loi de décentralisation, et puis aussi les individus, l'entreprise, grâce à la loi Delors. Mais concrètement, on a vraiment indiqué au maire, vous pouvez être un acteur du développement de vos compétences, et vous avez la compétence développement économique. Le développement économique, ça n'est pas que arroser une zone d'activité économique dans votre territoire, c'est aussi faire croître des compétences à travers les individus pour pouvoir les garder surtout. En quoi c'est utile ce que vous partagez avec nous tous les deux? C'est utile pourquoi? Pour dire, même au petit élu, et je le dis avec beaucoup d'affection, le mot petit n'étant pas beau, mais l'élu local d'une petite collectivité, c'est dire la croissance, elle peut aussi être chez vous, dans le territoire. C'est dire aux gens que le champ des possibles est immense. Oui, c'est immense. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes, de la fracture territoriale, mais qui est là, qui existe. Mais moi, ce que je vois en étant tous les jours dans des trains et dans des petites villes, moyennes villes différentes, c'est que je vois aussi qu'il y a une dynamique fantastique dans les territoires. Il y a une volonté d'entreprendre qui est incroyable. Je vais vous donner un exemple. On a lancé il y a quelques jours une coordination dans un village à 20 minutes d'Avignon. La déléguée générale m'appelle, me dit, tu sais, dans ce village où il n'y a même pas de café, parce qu'ils ont lancé la coordination dans la mairie, dans ce village où il n'y a même pas de café, il faut aller en périphérie dans la zone industrielle. Sais-tu combien de femmes voulaient entreprendre dans ce petit village de 1900 habitants? 28 femmes qui veulent entreprendre. Donc il y a une énergie qui est là, dont on parle moins, qui est hyper positive, mais pour ça, il faut la mettre en avant. Et il y a plusieurs choses, c'est d'abord mettre les entreprises en réseau, et notamment on parlait de la confiance envers les TPE, les PME, qui sont le moteur de la transition vers un nouveau monde. Elles sont vraiment essentielles. Il faut les mettre en lien. Donc nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas côté dirigeante d'entreprise. On est du coup à peu près en 5000 entrepreneurs dans presque 150 villes. Donc ça commence à peser et à faire. C'est mettre les petites entreprises ensemble, c'est mettre aussi les entreprises avec les grandes entreprises. On parlait d'un déficit de croissance, de confiance chez les grandes entreprises. Et nous, par exemple, ce qu'on fait, on a travaillé avec EY, qui faisait du mécénat de compétences pour nos porteuses de projets. Et après, quand EY, cabinet de consultants. Voilà. Et après, quand j'allais les voir, les experts, en leur disant, mais merci d'avoir consacré une demi-journée, une journée à des porteuses de projets. Et quand je leur disais merci, ils me répondaient, mais c'est nous qui te remercions, parce que ça donne du sens, ça donne de l'ancrage local à ce qu'on fait. Donc c'est mettre en lien les écosystèmes, c'est essentiel. Est-ce que ça répond à la question que je vois là sur le chat qui accompagne ce colloque digital? Quelqu'un nous dit le lien avec la RSE, en fait, il est là dans le territoire. Et notamment, que pensez-vous de l'idée, pourquoi pas, d'intégrer des critères de proximité géographique dans les achats des entreprises pour les inciter à soutenir l'économie locale? C'est ce que vous nous dites là. Finalement, on fait se rencontrer des entreprises pour que les achats puissent se faire de l'un à l'autre sur le même territoire.
territoire. C'est essentiel de faire travailler TPE, grands groupes, institutions locales aussi. Nous, par exemple, on a fait un tour de France de l'entrepreneuriat féminin dans 11 villes. On a posé notre caravane logotypée sur la place des mairies. On a fait des conférences, des ateliers. Et en fait, on s'est rendu compte que les réseaux, nos cercles de dirigeantes fonctionnaient très très bien, mais qu'ils étaient hors sol. Pas connectés avec les grandes écoles, pas connectés avec les mairies, avec les CCI, avec les chambres des métiers. En fait, dans les territoires aujourd'hui, on travaille trop encore en silo. Et aujourd'hui, il faut connecter tout ça. On va illustrer cela et je reviens vers vous évidemment dans quelques instants, mais avec Delphine Roux qui est à la tête d'une belle entreprise qui s'appelle Grand Ouest Étiquette. Merci Delphine d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Un mot, Grand Ouest Étiquette. Parlez-nous de votre entreprise en quelques mots. De quoi s'agit-il? Alors, Grand Ouest Étiquette, c'est une PME familiale. On est une industrie qui conçoit et fabrique des étiquettes à destination d'autres entreprises qui travaillent dans l'agroalimentaire, la cosmétique, la logistique. Et je suis presque sûre qu'il y a des étiquettes de chez Grand Ouest dans les placards ou dans les frigos. De tous ceux qui nous regardent, évidemment. Donc sur nos produits alimentaires, notamment dans le frigo, les étiquettes peuvent être fabriquées chez vous tout à fait. En Bretagne. Ce dont on parle là, cette richesse vraiment locale, on parle de fracture, mais vous, la fracture, est-ce que vous la sentez réellement ou par, j'allais dire, par résilience, de toute façon, qu'elle soit là ou pas, vous faites avec et vous faites en sorte de ne plus la voir? Eh bien, en fait, je crois que je la vois pas trop, moi, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai appris plein de choses là, pendant le colloque. Je suis étonnée, en fait, de cette, ce que je pourrais considérer presque comme une caricature. Et en même temps, je sais que c'est une réalité aussi. Bien sûr. Mais j'ai du mal à la percevoir, j'ai du mal à la matérialiser, j'ai du mal à la vivre au quotidien. Je pense qu'on fait avec ce qu'on a. On est une entreprise qui est dans les Côtes d'Armor. Alors vous allez dire, il y a la Bretagne ce soir, hein, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, c'est parce que ce territoire, déjà c'est là que je suis née, mes parents aussi, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'en fait, on s'inscrit dans des PME de fait dans la pérennité, dans du temps long, et on va faire avec les atouts du territoire, les acteurs, on imagine, on est agile, on expérimente, on teste. Quand vous dites que vous ne la voyez pas, je traduis pour ceux qui nous regardent, c'est pas que vous ne voulez pas la voir et que vous savez qu'elle est là, mais finalement par résilience vous dites je regarde le verre à moitié plein parce que j'ai pas le temps de regarder le verre à moitié vide et en fait vous foncez, vous faites avec ce que l'on pourrait imaginer comme un handicap ou des limites et parfois des boulets aux pieds. Eh bien, peut-être. En gros, c'est on est une entreprise. On parlait tout à l'heure, j'ai bien aimé le parallèle par rapport au côté de la décentralisation, enlever les hiérarchies et autres. Dans les modèles d'entreprise, c'est aussi comme ça qu'on s'adapte. C'est-à-dire que le patron ou la patronne omniprésente qui décide de tout le temps et qui infantilise ses salariés, ça ne marche plus. Oui. Ça marche pas. Donc, en gros, c'est aussi de travailler, et là, c'est en lien avec la RSE et autres, mais en fait, c'est des choses que l'on fait dans beaucoup d'entreprises par conviction, de façon naturelle, de façon presque implicite ou explicite. Enfin, chacun a sa place. On parlait des compétences, elles évoluent au cours de la vie. Elles sont mobiles, elles sont agiles. Les temps ne sont pas figés, ne sont pas finis. Ce qui est compliqué, c'est que c'est dans des phases comme ça aujourd'hui, on n'a pas de visibilité, d'accord. On est en insécurité, d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Enfin, on agit, on essaye, on tente. Oui. Et puis en général, il se passe des trucs sympas. Des fois, on se plante, on réinvente, on refait. Donc, sur des échelles, on va dire, de PME, on peut des fois travailler aussi en réfléchissant, c'est quoi le risque, la perte maximale acceptable? On ne sait pas ce que ça va donner, on va tester. Est-ce que c'est acceptable de perdre quelques euros, parfois des sommes importantes, ou du temps, ou autre? Des fois, oui, c'est acceptable de risquer de prendre le risque de le perdre, parce qu'on a potentiellement tellement à récupérer, ou à gagner, ou à développer. Et après, sur la logique de croissance, excusez-moi, mais la croissance, moi, dans la PME, en fait, c'est que oui, on a besoin d'économie, c'est indéniable, on est une entreprise, on a besoin d'avoir les moyens pour agir. Mais c'est bien de moyens dont on parle, et je ne m'inscris pas, en tout cas, dans une logique de finalité par l'argent. Donc, les rémunérations dont parlait Marie-Laure tout à l'heure, oui, ce sont potentiellement des freins aussi à l'intégration de certains talents, mais les talents se révèlent aussi en situation. Évidemment. Il y a des atouts chez vous. Votre entreprise a été récompensée notamment pour ses valeurs humaines, pour son développement durable. Les atouts RSE d'une entreprise comme la vôtre en territoire font que, en fait, vous êtes une entreprise devenue attractive par son état d'esprit, par sa raison d'être, si j'ose employer le mot. Je pense que dans une certaine mesure, oui, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas des vérités absolues.
on a eu la surprise dans le territoire de recevoir un trophée pour le développement durable. L'avantage de ces démarches-là, c'est qu'on ne va pas les demander. Oui, on vous Donc, a en appelé un fait, jour pour vous dire ça, oui. On nous approche. Bien Et sûr. on se dit, oh ben tiens, en fait, ce qu'on fait de façon naturelle est perçu positivement à l'extérieur. Tiens, c'est intéressant. Dans quelle mesure est-ce que l'on peut s'en servir pour mieux organiser la stratégie de l'entreprise, en s'appuyant sur un label, en s'appuyant sur une démarche continue, et du coup aussi de faciliter l'intégration des personnes, qu'elles soient du territoire ou pas, pour leur expliquer dans quel horizon, vers quel horizon on s'inscrit, quelles sont les valeurs de l'entreprise, etc. Et en fait, la RSE doit, de mon point de vue, être parfaitement intégrée à la stratégie de l'entreprise. Bien sûr. Elle se déploie ensuite. Mais c'est un moteur, c'est une force motrice aussi globale, en visant une performance globale. Pour aller un peu plus loin dans ce que vous nous dites les uns les autres, Aurélien sur le chat de notre colloque nous pose cette question: comment faire concrètement pour intégrer la dimension territoriale, alors que moi mon objectif premier est d'abord de réussir à maintenir l'activité de mon entreprise. Est-ce qu'il vous semble vous qu'il y a une dichotomie entre ces notions ou pas forcément? Juste un mot, nous on a fait plusieurs études avec Bouge ta boîte sur l'entrepreneuriat donc dans les territoires. La dernière est pas très bonne puisqu'elle dit que 47% des TPE est en danger d'ici la fin de l'année. Oui. Mais aussi ce qu'elle dit, c'est qu'il y a deux choses pour s'en sortir, hein, et je pense que ça répond aussi à la question qui vient d'être posée. Il y a deux choses pour s'en sortir. Un, le collectif. On ne peut plus rester isolé en ce moment. Donc effectivement, on doit faire tourner son entreprise, mais il faut être entouré. On voit bien que les dirigeants qui sont entourés ont plus de chiffre d'affaires, plus de trésorerie. Et la deuxième chose qui est essentielle, c'est la digitalisation. Et ça manque cruellement dans les territoires. Oui. Même s'il y a eu une vraie prise de conscience avec la crise, même s'il y a eu un bond en avant d'un tiers des entreprises, plus de la moitié aujourd'hui des TPE estiment qu'elle n'a pas le niveau de digitalisation suffisant pour faire face à la crise. Et je rappelle que ce dont vous nous parlez, les mouvements, les clubs, les associations, toutes vos belles initiatives, mais aussi la Fédération Syntec et les Syntec dans les territoires, justement vous montrent que vous n'êtes pas seul et qu'en fait, n'hésitez pas à y aller. Et puis avec des initiatives comme la vôtre, Thibaut, est-ce qu'il vous semble, là, dans la richesse de ce que l'on raconte et dans les témoignages que l'on a à côté de vous, que c'est quelque chose qui va aussi dans le sens de ce que vous menez sur le territoire? C'est dans le sens d'une responsabilité territoriale, en réalité. On va dire que nul homme est une île, et d'autant plus dans ces territoires où il n'est des richesses que d'hommes. Il faut miser sur les compétences pour pouvoir développer un territoire. Et une entreprise qui va pouvoir se développer, c'est une entreprise qui aura aussi, on va dire, anticipé son besoin en recrutement. Et pour avoir un besoin en recrutement, il faut avoir des formations, il faut aussi avoir un environnement où les gens ont envie de vivre, ont envie de rester. On avait vu qu'on avait fait un sondage où on voyait que les individus à plus de 30 km ne se formaient pas. Vous avez de véritables zones blanches en France où personne ne peut se former. Donc du coup, les individus ne peuvent pas rester, ne peuvent pas être embauchés, ne peuvent pas changer. On va avoir 1000 métiers dans une vie, et c'est tout à fait vrai, les compétences évoluent. Et là-dessus, la formation tout au long de la vie, c'est vraiment un cap qui permet d'appuyer, on va dire, une responsabilité territoriale. Juste un mot aussi, on a lancé, ça ne fait pas vraiment partie des critères RSE, parce que ce sont des critères qui sont extrêmement importants sur l'égalité femmes-hommes, sur la responsabilité environnementale, mais on va dire qu'au niveau de la formation, c'est quand même largement engagé, nous, par exemple, sur notre école de codage, à avoir 40% de femmes dans chaque territoire où on les installe. C'est très important parce que déjà, les vocations en fait ne sont pas genrées. Bien sûr. On ne pourra pas nous le faire croire. Deuxième chose, c'est qu'on a une perspective grâce à cette mixité qui est extrêmement importante. Et je rejoins ce qui a été dit sur la question de l'entrepreneuriat. La mixité, c'est la clé souvent de la réussite dans le développement. Et très souvent, évidemment, un mot de la formation dont vous nous parlez, et quand vous faites rencontrer ces acteurs sur les territoires, c'est toutes sortes de formations, des formations basiques, des formations ultra professionnalisantes. On va jusqu'au Bac+3, on a plus de 700 certifications, donc en gros on a vraiment surtout une ingénierie de formation pour travailler sur les référentiels. Une entreprise nous dit, on l'a fait par exemple avec les métiers de l'usinage qui est aujourd'hui une grande compétence en besoin, mais aussi sur les secteurs informatiques. On a beaucoup travaillé par exemple à Chalon-sur-Saône sur le nouveau bâtiment de l'usinerie avec le président Sébastien Martin pour développer des formations qui vont correspondre immédiatement aux besoins des entreprises du territoire, avec toujours quand même un background qui permettra d'évoluer et d'avoir un autre métier derrière parce que les métiers ne sont pas figés.
Et tout ça, évidemment, enrichit le champ des possibles dans les territoires. Vous, quand vous avez des gens de l'extérieur, vous allez chercher évidemment des clients à l'extérieur, mais vous allez aussi les chercher sur le territoire. Et vous me disiez tout à l'heure, puisqu'on parle de RSE, que vous travailliez également avec vos concurrents, et notamment sur la gestion des déchets. Racontez-moi ce que vous faites précisément. Par exemple, sur les territoires, on va avoir des problématiques qui vont dépasser nos propres enjeux de business. Donc, on va réussir à se câbler sur, par exemple, nous on a une problématique sur les déchets. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui existe. On a un confrère qui est à Rennes, alors c'est le département d'à côté, sur lequel on va se dire, au final, on est 2 PME, on va pas attendre que les grands groupes nous développent une solution pour nous défaire d'étiquettes. On va tester quelque chose, on va tenter un truc, et puis on va regarder ce que ça produit. Et là, on est sur quelque chose qui va être bénéfique pour la totalité de chacun de nos clients, mais pour le territoire d'une manière plus globale. Et ça, c'est fort, évidemment. La richesse, elle est aussi, finalement, dans le vrai enjeu et dans vos mouvements formidables. Le vrai enjeu, c'est d'abord le collectif, avant de penser à soi. C'est aussi de se dire qu'on va y arriver tous ensemble. Oui, il y a des dirigeantes d'entreprise, elles s'appellent les bougeuses chez Bouge ta boîte, parce qu'elles bougent tout, leur boîte, leur territoire, les lignes de l'économie. Et elles m'ont dit récemment, avant la crise, on travaillait ensemble. Parce qu'on travaille en cercle de dirigeantes et au sein d'un cercle, il y en a une seule par profession. Donc très complémentaire et ça forme une sorte de comité stratégique, de commercial pour les autres, etc. Elles m'ont dit, avant la crise, on travaillait ensemble et aujourd'hui, on travaille en équipe. Ça veut dire que dès le démarrage de la crise, l'expert comptable du cercle a pris les prévisionnels des autres pour voir s'ils tenaient la route. Celle qui est spécialisée en communication digitale les a aidés à se rendre visibles les unes les autres. Donc elles ont vraiment travaillé ensemble pour se démarquer ensemble. Et ça, c'est une sacrée force. Vous avez encore le temps d'être chef d'entreprise, Marie? Alors, Bouge ta boîte, c'est en entreprise. Donc, on est 19 salariés. On a fait 2 levées de fonds. Et Femmes des territoires, c'est une association pour laquelle je suis bénévole. Et merci beaucoup. Si on devait retenir un mot pour tous ceux qui nous regardent là, qui vont se poser la question, mais on sait qu'il y a beaucoup de résilience, même si le mot est galvaudé, mais en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup d'énergie et que les gens qui nous regardent, notamment au Syntec, ne sont pas seuls, mais en plus font bouger les territoires. Quel est le mot que vous aimeriez qu'ils retiennent les uns et les autres? Marie? Moi, j'ai une citation que j'adore en ce moment, c'est de Sénèque, qui dit « La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais plutôt d'apprendre à danser sous la pluie. » Et je pense qu'il faut de l'optimisme, de l'action et du collectif. Donc c'est exactement la phrase qui correspond à l'actualité. Et en même temps, c'est facile de dire ça quand on est bretonne. Thibaut? Moi, c'est de l'espoir. C'est simplement l'espoir qu'on peut apporter lorsqu'on fait découvrir de nouveaux horizons à des individus et qu'on leur donne la possibilité finalement de se réaliser. Le conservatoire, c'est la maison de l'abbé Grégoire. On est une maison qui a été créée pendant la Révolution française et on a été créé sur un formidable espoir de changer de vie. L'émancipation est au cœur de notre action et aujourd'hui, ce qu'on va produire, c'est de l'émancipation dans les territoires, l'émancipation des entreprises, l'émancipation des collectivités, l'émancipation des individus finalement. Donc c'est cet espoir qui nous fait vivre. Delphine, votre mot de la fin. Je pense que je parlerai d'audace, c'est-à-dire d'oser faire les choses, d'oser expérimenter, d'oser échanger avec des gens différents de nous et de faire, de tenter. Voilà. Et on vous retrouve tous les trois, Delphine sur le site de Grand Ouest Étiquette, Thibaut sur le site du CNAM, on va trouver les infos notamment sur Au cœur des territoires, et Marie, on l'a dit, sur Femmes de territoire et Bouge ta boîte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Reste avec moi quelques instants parce que on va continuer notre tour de France des initiatives en région. On va voir quels sont les enjeux, notamment dans la région des Hauts-de-France. Et pour la Fédération Syntec, c'est Mathieu Tesnas qui nous en parle. Écoutez. Les Hauts-de-France, c'est un territoire avec une grande métropole lilloise et des territoires plus lointains. La métropole lilloise, c'est 80% à peu près des métiers du tertiaire supérieur. Et donc ce qu'on a choisi aujourd'hui, c'est de développer la métropole lilloise à fond sur l'ensemble des métiers de la fédération et d'accompagner les territoires plus lointains, notamment avec les métiers du numérique. Et donc on a déployé une cartographie des métiers qui seront aujourd'hui intéressants pour les territoires plus lointains. Et on travaille avec le Conseil régional sur ce sujet. Pour que ce soit concret, il faut adapter l'offre de formation au territoire. Ça, c'est un travail qu'on est déjà en train de mener. Le deuxième axe, une fois qu'on a l'offre de formation, c'est de trouver des CFA qui peuvent opérer ces formations. Donc là, on a une recherche partenariale de CFA. Et le troisième axe, pour que les étudiants soient à l'aise, c'est de leur trouver une offre d'hébergement. Et donc, c'est un dialogue avec les CFA pour les inciter à développer une offre d'hébergement complémentaire à leur offre de formation.
En Hauts-de-France, nos objectifs sont clairs. Nous souhaitons former tous les ans 1500 collaborateurs complémentaires dans le cadre des métiers du numérique, 250 dans les métiers de l'ingénierie, et nous souhaitons accompagner le Conseil régional dans l'aménagement des territoires et faire jouer à la Fédération Syntec son rôle dans le cadre de la responsabilité sociale. Et merci encore et toujours aux équipes de la Fédération Syntec dans les territoires. Merci aux équipes notamment de la région et de France que l'on vient de saluer maintenant. On va continuer dans les actions concrètes pour faire bouger ces territoires et parler de leur revitalisation. On est là sur mettre en place bien sûr des politiques attractives en local, adopter des nouvelles organisations et notamment organisation du travail. On parle là du télétravail, fédérer les énergies, on en a beaucoup entendu parler, mais finalement quelles sont les propositions et les engagements que vous pouvez prendre les uns et les autres pour relever concrètement ce défi. On en parle avec nos deux invités qui nous rejoignent. Philippe Tavernier, DG du Syntec Numérique. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Thierry Sibiote, vous êtes professeur à l'ESSEC. Vous êtes titulaire de la chaire entrepreneuriat social. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette chaire d'ailleurs ? On y fait de l'innovation sociale et on y fait beaucoup des choses qui ont été exprimées aujourd'hui. Puis si vous me permettez, je vais rajouter une casquette que j'ai, c'est celle de président de Bleu Blanc Zèbre. Vous avez beaucoup parlé de Feuzeux et c'est une association et la maxime c'est laissez-nous faire, nous avons déjà commencé. Et depuis un an, j'ai donc repris le flambeau de cette association qui est particulièrement adaptée à ce qu'on a entendu ce soir. Donc on forme des jeunes gens de l'élite dont on essaye qu'ils ne soient pas trop centralisateurs et à qui on inculque l'idée que les initiatives au service de l'intérêt général sont aussi le fait d'acteurs privés, des entreprises, du secteur privé lucratif, des entreprises sociales qui mettent la finalité économique au service de leur finalité sociale, et puis des associations, les acteurs de la société civile avec les différents réseaux qu'on a entendus. Et Bleu Blanc Zèbre, magnifique mouvement, né notamment avec l'écrivain Alexandre Jardin, de plein d'initiatives. Et en fait, on est déjà là dans la France des solutions. La France des solutions, ce sont les entreprises qui nous écoutent, ce sont les entrepreneurs, c'est le Syntec aussi. Philippe Tavernier, un mot pour le Syntec numérique. Quelles sont les questions peut-être qu'on vous pose sur les problématiques du moment, les enjeux, les gros défis à relever sur les territoires? On va parler des solutions concrètes, mais finalement, quel est le constat que font vos adhérents sur le sujet? Il y en a plusieurs, parce que ce n'est pas une crise, c'est une somme de crises. Il y a la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale, la crise de confiance. Bref, il y en a qui succèdent aux autres crises. Et voilà. Qui s'empilent. Bien sûr. Je crois qu'un des sujets et la façon dont notre fédération peut aider l'ensemble, on parle de territoire, c'est très vaste. On parle de Bretagne, Hauts-de-France. Moi, j'ai envie de citer ce que mes grands-parents apprenaient par cœur, c'est-à-dire les préfectures ou les sous-préfectures. Oui. Péronne, Bressuire, Draguignan, tout ce qu'il y avait avant une caserne, un hôpital, un centre administratif, des usines, il n'y a plus rien de tout ça. Qui n'a non plus. Les autoroutes font qu'on n'y passe plus, et quand vous y passez sur le dos sans regarder. Et je pense que tout à l'heure, quelqu'un disait, pas de formation, pas de réalité à plus de 30 km. Donc un des enjeux de la fédération, c'est pas de traiter Lille, Montpellier, ils ont tout ce qu'il faut. C'est plutôt d'aider nos délégations régionales à, au contraire, ruisseler dans ces environnements, de susciter des vocations, d'identifier des talents. Le télétravail va permettre à des startups d'innover, de se trouver là. Et je pense que notre enjeu, c'est d'éviter une surconcentration et de permettre soit des relocalisations, soit effectivement des nouveautés. Le monde de demain, c'est-à-dire la deuxième partie du XXIe siècle, elle va se créer là. Et c'est ça notre enjeu. Ces enjeux, c'est quoi concrètement? C'est d'être à l'écoute, de tenir la main, de rassurer, d'aider parfois à se relever aussi, d'être ensemble pour se poser les mêmes questions, quitte à partager les mêmes emmerdes au quotidien, autant être ensemble et ne pas se sentir seul quand on est face à tout cela? Je crois qu'il y a plusieurs strates. Il y a d'abord une strate de pédagogie, de démystification. Le digital peut faire très très peur à certains, alors pour d'autres, ils baignent dedans. Donc notre premier boulot, c'est quand même d'éviter qu'on ait deux mondes ou trois même. Bien sûr. Le deuxième, c'est effectivement d'aider à ce que le terreau soit fertile et d'accompagner des startups en leur donnant peut-être des conseils, en les accompagnant, en permettant les gros et les petits, en trouvant des associations de business qui font du sens,
J'entends les startups parler de levée de fonds, c'est génial, mais ça fait pas du business, et ça fait pas de la création d'emplois, et ça fait pas du résultat net. C'est vrai. Donc j'aimerais bien que nos startups, après avoir levé de l'argent, nous parlent aussi de quel chiffre d'affaires et quel développement concret. Cette petite parenthèse qui, me semble-t-il, est quand même bonne à rappeler. Ça parlera beaucoup. Ouais. Et puis il faut aider dans la difficulté. Alors si j'ai quelques instants, sauf à ce que la question, j'ai 2 exemples concrets à vous donner. D'abord, les choses changent très très vite. Nos métiers du numérique sont structurellement en pénurie de ressources, de compétences. Et la région Grand Est, parce que tout ne vient pas de Paris, au contraire, hein, elles ont eu une initiative toute simple de dire, il y a plein de systèmes qui existent, c'est un empilement de processus, de strates, de comités théodules, puis à la fin des fins, j'ai pas les ressources et il y a toujours autant de chômeurs. Donc, on a dit la région, Pôle emploi, la Directe et Syntec Numérique, on est 4. Nous, Syntec Numérique, on va identifier des sociétés qui sont clientes de ressources, les embaucheurs, enfin les sociétés, oui. Et puis vous allez nous donner, s'ils sont d'accord, s'ils ont envie, quelques chercheurs d'emploi, décrocheurs, qui ont envie de le faire. À 4, on va dealer quelque chose, on va faire de l'ingénierie sur tous les systèmes de financement de formation, et on va former ces demandeurs d'emploi entre 9 et 18 mois. Donc c'est des programmes lourds. Oui. Ça nécessite de l'argent, mais plutôt que d'avoir plein d'argent qui fuit comme ça, on va les additionner pour pouvoir former ces gens. Grand Est a fait ça s'appelle Numérique Emploi. Super. En 5 ans, il y a 1200 chômeurs qui ont trouvé un job, wow. Et fixe entre 60 et 95% sont maintenant partis dans la vie. Numérique Emploi, Grand Est. Nous, on regarde ça. Bien évidemment, Grand Est, tout le monde doit les accompagner parce qu'ils ont besoin d'un peu de financement. On accompagne, mais on dit on veut déployer. Ce modèle, on est en train maintenant de le diffuser en Occitanie, Pays de Loire et Normandie qui est en train de s'accrocher. Voilà des bonnes idées qui viennent du terrain. Notre boulot, c'est juste d'être un passeur de relais et de facilité. C'est exactement ça, Thierry Sibionne, finalement, l'idée de Bleu Blanc Zèbre, mais plus généralement de cette solidarité dans les territoires, c'est se dire que quand quelque chose fonctionne très bien quelque part, faisons confiance d'abord à la petite échelle qui va tester, et ensuite déployons sans attendre que le national le fasse, en fait. Effectivement, c'est exactement l'idée de dire que lorsqu'il y a une belle histoire en local, comment on fait pour qu'elle soit ce qu'on appelle dupliquée ou répliquée dans le jargon de l'entrepreneuriat. Et le numérique est pour ça un vecteur formidable d'accélération de ces duplications. Alors on a évoqué la question de la formation, oui. Effectivement, mais je crois que le numérique a un rôle à jouer. Tout ce qui est MOOC aujourd'hui, tout ce qui est formation à distance se développe. Et donc, c'est intéressant d'entendre ce que disait la jeune femme de l'IFOP sur les priorités des Français. Oui. Flora. La santé arrive en 3e catégorie et au pied du podium, c'est l'éducation. J'ai été pendant 15 ans vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Je peux vous dire que pendant 15 ans, le critère numéro 1 d'attractivité du territoire, c'était l'éducation, la qualité de la formation. Pourquoi ça a dégringolé alors ? Je pense que ça a dégringolé tout simplement parce que le contexte aujourd'hui et la situation aujourd'hui met un accent terrible sur la santé. Et les conditions sanitaires dont on pense qu'elles créent des inégalités n'ont rien créé de mon point de vue. C'est simplement un formidable révélateur. Formidable révélateur d'inégalités qui existaient. Un formidable révélateur de tensions qui existaient, c'est tout ce qui a été mis en évidence par Pascal Perrineau notamment, et c'est donc un révélateur des insuffisances telles qu'elles peuvent exister. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre ? Alors, il y a effectivement les partenariats, et c'est vrai que la question des partenariats entreprises, associations et territoires est cruciale. Quelqu'un a dit précédemment qu'il ne fallait plus travailler en silo, et c'est exact. C'est vrai aussi que j'enregistrais ce matin la vidéo qui sera mise sur le site de Bleu Blanc Zèbre, le nouveau site qui ouvre demain matin. Donc voilà, c'est un scoop. Ah. Et justement, ce que je disais, c'était ça. C'était de venir travailler tous ensemble. Et un des enjeux de Bleu Blanc Zèbre, qui connaît bien les associations, qui connaît bien les collectivités locales, c'est précisément d'intéresser les entreprises. Alors, dans les cours, puisque c'est mon métier de faire des cours, on a 4 modalités de partenariat. La première modalité, ça a été évoqué, c'est le mécénat. Mécénat de compétences, mécénat financier, mécénat mise à disposition de moyens techniques, donc des moyens qui sont complémentaires à ce que peut faire l'organisation et qui vont permettre d'atteindre un résultat auquel on ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas cette contribution. Ensuite, il y a les pratiques responsables. On a évoqué la RSE. Je suis 100% d'accord avec Madame Grand Ouest étiquette sur le fait que la RSE, c'est le cœur
de l'entreprise. C'est pas quelque chose en plus du reste. Et à cet égard, on peut penser à la loi Pacte qui a été votée, qui crée la possibilité pour les entreprises d'introduire une raison d'être dans leur statut, de la définir et de bien sûr, définir, et ensuite une mission. Bien sûr. Et derrière, donc, de se donner les moyens de mesurer, de suivre avec cet organisme tiers qui a été prévu par le décret de janvier 2020. Donc ça, c'est la deuxième chose, pratique responsable. Après, il y a la coopération économique. Oui. C'est-à-dire que, on prend l'exemple de Bouge ta boîte, qui peut venir travailler en support avec tel ou tel adhérent du Syntec. Et puis, il y a ce qu'on appelle la recherche et développement social, c'est-à-dire que ce sont un ensemble d'acteurs qui se mettent ensemble, non pas pour remplir l'objectif de leur entreprise, mais pour, à partir d'un objectif identifié sur un territoire donné, se dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter pour que cette question soit réglée. Voilà, ça c'est les 4 façons que l'on identifie souvent pour fonctionner. Philippe, est-ce que ce dont on parle là, ce sont des atouts pour les entreprises? C'est le vecteur finalement de la responsabilité sociale des entreprises, l'entrepreneuriat social. Tout ce dont on parle là sont des outils aussi dans la boîte à outils de la Fédération Syntec. Ce sont aussi des outils qui peuvent permettre aux entreprises peut-être de conquérir des nouveaux marchés, d'attirer un peu plus de public parce que l'état d'esprit de l'entreprise finalement fait qu'on va aussi rejoindre une entreprise pour ses valeurs. Est-ce que ça, on peut s'en servir en territoire? Sans utopie, évidemment. Voulez-vous que je vous réponde non? Vous pouvez me répondre non, évidemment. Bien sûr que dans un premier temps, à part quelques, je dirais, visionnaires, aujourd'hui c'est une obligation. C'est une obligation parce que le grand public se l'est approprié. C'est une obligation parce que nos jeunes talents, si on veut les attirer, un truc bizarre quand même, c'est que Total était une boîte éminemment respectée où tout le monde voulait rentrer il y a 15 ans. C'est vrai. Ils ont beaucoup de mal aujourd'hui. Bon. Il n'y a pas que, il y en a d'autres. Donc on voit bien que les mentalités ont changé et on voit bien que ce n'est pas juste une petite danseuse qu'on doit avoir dans le coin, il faut véritablement l'inclure. Et comme nous l'avons dit d'ailleurs à plusieurs ministères, ce plan de relance devrait être assis sur 2 rails, si on parle d'une locomotive, avec à la fois la transition écologique et la transition digitale ou numérique. Les deux étant étroitement liés, qu'on le veuille ou non. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Et l'un ne s'oppose pas, ils sont complémentaires. Le numérique est un problème, mais il est aussi une partie de la solution, ça a été dit. Exactement. Donc, nos entreprises, bien évidemment, sont au cœur de ce sujet. La Fédération a établi très récemment une charte et tout un dispositif qui va se répandre, sous la houlette d'ailleurs, je dois le dire, de Jean-Paul Chaperon, qui a fait un boulot terrible, qui est un délégué régional des Pays de Loire. Tous nos adhérents sont férus de ce genre de choses. On a signé Planète Tech Care récemment pour aider les entreprises à aller vers cette transition. Donc, c'est maintenant c'est natif. Enfin, je veux dire que ça ne l'était pas initialement, ça le devient. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a plein d'éditeurs de logiciels, d'acteurs qui proposent des solutions pour aider. Non seulement à ces éléments-là, on parle de green IT, c'est-à-dire de numérique zéro carbone quasi, puisqu'on recycle tout ça. Les sujets sont passionnants, il y en a haut comme ça, mais on va tous les prendre les uns après les autres. Il y a le sujet au Syntec. Le Syntec est un lieu de rencontre incroyable. On l'a dit, pour que les gens ne se sentent pas seuls, mais aussi pour qu'ils démultiplient leurs énergies. On parle de plus en plus des tiers-lieux dans cette France du télétravail. Si tant est, il y a le fantasme des médias, mais la réalité n'est peut-être pas dans l'ultra-développement du télétravail, mais en tout cas pour un pourcentage significatif. Les tiers-lieux sont quelque chose d'important dans les territoires. Oui, alors c'était déjà, ces tiers-lieux existaient et commençaient à poindre dans un certain nombre de territoires, mais je voudrais revenir 10 secondes sur ce que M. Tavernier disait sur la question du numérique et du caractère environnemental. Ce que le Covid a mis en évidence, et ça je m'appuie sur l'IFOP, il y a un ouvrage excellent qui a été publié par Jérôme Fourquet et Marie Gariazo En immersion, enquête sur une société confinée, qui met bien en évidence que la crise sanitaire, a fait émerger de façon très forte 4 éléments liés à l'environnement. Le circuit court, l'économie décarbonée, le bio et la sobriété. C'est-à-dire des évolutions de sobriété, au sens de Pierre Rabhi, sobriété heureuse, on consomme juste ce qu'il faut, mais pas la décroissance, je parle de ces 4 éléments-là. Et on voit bien que le numérique peut répondre à cette question. Mais le numérique, comme vous l'avez dit, c'est quand même aussi un problème, une partie du problème, parce que un des gros émetteurs de gaz à effet de serre, c'est le numérique. Le numérique émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que le transport aérien, par exemple. Donc, même s'il est évidemment une part de la solution, c'est aussi une part du problème. Donc, il y a clairement un équilibre à trouver. Si on revient à votre question sur les tiers-lieux, effectivement, le télétravail va booster les choses. Toujours dans le même ouvrage que je citais, il apparaît que la France est divisée en 3.
un tiers de personnes qui ont été en télétravail, un tiers qui a continué à bosser, avec cette jolie expression les premiers de cordée et les premiers de tranchée, c'est-à-dire les premiers de tranchée, les logisticiens, les caissières, enfin, tous ceux qui sont payés 1200 balles par mois, pour faire tourner l'économie, et ceux grâce auxquels on a continué à bouffer et à respirer, et puis un tiers qui n'avait plus de boulot. Voilà, ça c'est ces 3 tiers. Et il y a une étude qui a été faite par Malakoff Humaniste, puisque les groupes de prévention santé sont évidemment très impliqués dans ces questions, qui a montré, une étude flash, qui a montré que 41% des salariés du privé, ça a été fait en juin 2020, avaient été en télétravail. Et que sur ces 41%, c'était la première fois pour près de 50% des gens, 73% des gens en ont été satisfaits. Et du coup, vous avez eu dans la foulée PSA qui a dit « Moi, je mets tout le monde en télétravail ». 1 jour et demi par semaine seulement de présence. Ils sont en train de faire un peu machine arrière. Enfin, ils avaient annoncé le 1er juillet 1 jour et demi de présence au bureau. Ils espéraient gagner 14% de surface de bureau et 10 millions d'euros. Ce télétravail-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont devoir réorganiser leurs conditions de travail. Parce que pour que le télétravail fonctionne, il faut, 1, qu'il y ait une bonne connexion technique, donc j'ai compris qu'il faut que j'accélère. 2, vous avez très bien compris. Il faut qu'il y ait un espace familial qui soit organisé. Parce que faire du télétravail quand vous avez 40 mètres carrés et 2 gosses et que vous êtes 2 à faire du télétravail dans Paris, c'est compliqué. Bien sûr. Hein. Et puis, vous avez également, donc il faut un espace dédié, une organisation familiale, une connexion technique, et puis après, il faut des managers qui sachent faire travailler des personnes à distance, management par logistique, et des nouvelles compétences pour les salariés. Ça veut dire que donc le tiers-lieu va devenir un endroit où on va venir et où des solidarités nouvelles vont se faire. C'est-à-dire que pour l'entreprise, le risque de délitement social va arriver et va être remplacé par, dans le tiers-lieu, vous aurez le contrôleur de gestion de PSA, vous aurez le développeur de Soprasteria, vous aurez l'ingénieur de l'IFOP. Tous ces gens-là se retrouveront. Et là, il va se créer des nouveaux sentiments d'appartenance. Philippe, je vois réagir. À Péronne, à Draguignan, à Sens, à Bressuire, à Villefranche-de-Rouergue, dans mon Aveyron. Et là, on voit bien que peut réémerger quelque chose de très nouveau qui va redensifier ce dispositif, avec tout ce que vous avez dit, monsieur, sur l'ambiguïté, les contradictions qu'il faut gérer entre-temps. Mais je crois véritablement que ces fameux territoires au sens large, la province, comme on disait, est un véritable, pour nous, source d'inspiration. On a vu, il y a des initiatives très dures. 50% de nos effectifs sont là-bas. Il faut les aider dans les endroits où c'est très dur. Toulouse, en ce moment, c'est très, très dur. Oui. Très, très dur. Ils se félicitaient d'être hyper spécialisés. Aujourd'hui, ils se flagellent. Et nous avons près de 10 000 ingénieurs sur le tas. Donc là, il faut qu'on agisse. Et tout ça est porteur d'espoir. Je suis convaincu que ceci est passager et je suis convaincu que si on prend les bonnes mesures, on doit véritablement accélérer, non pas repartir, accélérer à fond les manettes. Merci Philippe de porter le message et d'entraîner avec vous tous les gens du Syntec que vous portez aussi bien au quotidien en tant que DG. Juste un mot sur 2 questions qui nous viennent et qui vont finalement un peu dans le même sens. Comment sur les territoires remettre de la vie et de l'attractivité? Certains nous disent, comme il me semble illusoire d'espérer mettre à niveau les infrastructures de l'ensemble du territoire, est-ce qu'on ne va pas plutôt à cause de ça vers la constitution de nouveaux petits pôles économiques? Et par conséquent, l'enjeu ne serait-il pas de mieux connecter et donc d'améliorer les transports? C'était un des sujets. Et quelqu'un nous dit, il y a les transports d'un côté, mais aussi l'université. Pour que les jeunes veuillent revenir sur nos territoires, il faut à tout prix qu'il y ait aussi une offre universitaire sur les territoires. Oui, et puis il y a un autre territoire qu'il ne faut pas oublier, dont on n'a pas parlé, c'est les quartiers. Parce que dans les quartiers de politique de la ville, les difficultés qui ont été signalées finalement sur les territoires de villes, provinces plus moyennes, ils existent aussi. Sur l'université, moi je pense que la question elle est clairement d'avoir des points de regroupement qui peuvent être dans les grandes villes, parce que la proximité, les échanges sont quand même nécessaires, mais après tous les acteurs de service là, qui seront en capacité de proposer ce qui va permettre la diffusion du savoir dans les territoires, là il y a de très belles opportunités de business. Quel est le mot de la fin que vous aimeriez que l'on retienne l'un et l'autre, porteurs chacun d'espoir et porteurs chacun de solutions à vos postes, Thierry? Le mot de la fin. Et moi, je dirais la confiance. On est dans une société de défiance. Là, on a enlevé nos masques, mais dès qu'on va descendre, on va tous remettre un masque. Évidemment. Donc, il y a une espèce de paroxysation des choses. Mon voisin immédiat devient une source de danger. Bien sûr. Je crois que tout ce qui renforcera la confiance, avec l'audace et avec l'espoir qui ont été indiqués comme 2 vertus cardinales de la table ronde précédente, on doit pouvoir regarder l'avenir avec sérénité et avec perspective. Et merci de nous le rappeler ici. Philippe Tavernier, votre mot de la fin.
Au mot de la fin, c'est effectivement confiance. D'abord parce qu'on ne peut pas être manager à désespérer. Deuxièmement parce qu'on a une jeunesse extraordinaire. Si tant est qu'on sache la mobiliser, la motiver sur les sujets qui sont les siens. Donc donnons-leur la parole et laissons-les s'exprimer. Et puis troisièmement, je crois aussi qu'il faut par contre que certains commencent à se taire parce qu'il y a certains débats qui sont intéressants intellectuellement, mais qui sont... je dirais une plaie et une folie. Je pense notamment à tous les débats très intéressants sur la 5G. Mais à la fin, on n'arrivera pas à grand-chose si on continue d'y aller à la bougie, au papier carbone. Alors, je ne veux pas utiliser les Amish, mais oui. Si on veut développer tout ça, j'allais être grossier, il y a vraiment des trucs géniaux pour nos territoires, évidemment, pour les régions, pour Péronne, pour Saint-Quentin, pour Sens, pour Bressuire, etc. Et Villefranche de Rouergue. Cher Philippe, merci infiniment. Et merci à vous, aux équipes du Syntec. Merci Thierry. Et à tous ces faiseux de Bleu Blanc Zerbe dans les territoires. Vous allez voir, les territoires, on y revient tout de suite. Et on y revient avec Pascal Gustin qui lui nous parle des enjeux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec le Syntec. On l'écoute. Au-delà de notre responsabilité en matière sociale, environnementale et sociétale pour la revitalisation des territoires, il y a des enjeux fondamentaux pour nos métiers à être présents sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir poursuivre le développement de nos propres métiers et conduire à un moment donné à une compétitivité plus forte de l'ensemble du territoire et de la nation. Les contributions actuelles de la Fédération Syntec en Auvergne-Rhône-Alpes portent sur deux dimensions. D'abord une contribution intellectuelle et à l'animation des réflexions, et nous faisons en cela des propositions. Deuxièmement, à la mise en place d'outils et de structures très opérationnels que sont les clusters. Nous avons mis par exemple en place 3 clusters en Auvergne-Rhône-Alpes directement liés à nos métiers. C'est une première étape. L'étape suivante serait de diffuser l'ensemble de ces outils et de ces méthodes au niveau de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les contributions que nous avons faites au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes nous donnent 2 enseignements. Le premier, c'est que nous commençons à exister en termes de fédération, en termes de métier, auprès de l'ensemble des acteurs, des décideurs publics et privés. Deuxièmement, et c'est là l'enjeu le plus important, c'est que notre force réside à la présentation de l'ensemble des métiers de la fédération. Il ne s'agit pas de présenter une branche professionnelle, mais c'est la présentation de l'ensemble des branches professionnelles et leur synergie qui fait la force et notre capacité à agir sur le territoire et sur la région. Et merci évidemment à toutes les équipes en région et ici en Auvergne-Rhône-Alpes bien sûr. On était il y a quelques instants en Hauts-de-France. On a ici à côté de nous un citoyen des Hauts-de-France qui fut patron de TPE en Hauts-de-France. Il va nous parler dans quelques instants. C'est notre invité d'honneur Alain Griset. Bonjour Monsieur le Ministre. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais je me tourne vers le président de la Fédération Syntec, Laurent Giovacchini. Un mot. Pourquoi avoir invité le ministre Alain Griset? Et je lui demanderai d'ailleurs tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il a accepté votre invitation. Oui, sa réponse sera au moins aussi intéressante que la mienne, mais plus sérieusement, on est très fiers, Monsieur le ministre, cher Alain, que vous soyez parmi nous ce soir. Lorsqu'on a appris qu'il allait avoir un portefeuille ministériel dédié aux TPE, aux PME dans ce gouvernement. On a été très contents parce que parmi les 80 000 entreprises de la branche que nous représentons, la branche Syntec, il y a 90% de PME et de TPE. Donc c'était tout naturel, en plus, compte tenu du sujet, la revitalisation des territoires, que nous vous sollicitions et vous avez très gentiment accepté d'être des nôtres pour conclure ce colloque. Alain Griset, je viens donc avec ma question. Les TPE, les PME, vous venez de ce monde-là, des Hauts-de-France. C'est pour ça que je salue aussi cette région, mais vous venez finalement de toutes ces régions riches de leurs TPE, PME, de leurs commerçants, de leurs artisans. Quand vous acceptez une invitation comme celle de la Fédération Syntec, c'est parce que vous vous retrouvez en fait avec ceux qui font la France, l'économie et l'énergie de la France et que vous rencontrez au quotidien dans votre ministère. Tout d'abord, je réponds avec beaucoup de plaisir à cette invitation. Et je vous en remercie, Monsieur le Président. Je vous félicite aussi d'organiser cette manifestation, parce que la situation sanitaire, elle est ce qu'elle est.
elle est compliquée. Mais on doit à la fois garantir la sécurité sanitaire, mais aussi tout faire pour que l'activité économique soit la meilleure possible. Oui. Et nous évoquions il y a quelques minutes le fait que entre mai et fin août, l'activité économique pour vos entreprises avait bien reprise. Et malheureusement, depuis septembre, ça se tasse un peu. Et l'objectif que nous avons avec Bruno Le Maire, c'est de tout faire pour accompagner les entreprises. Les accompagner pour qu'au bout du compte, vous savez, la petite lumière au bout du tunnel qui fait qu'un jour, il n'y aura plus le virus, eh ben, on l'aperçoit, on s'en rapproche et qu'on soit en état, à ce moment-là, de pouvoir reprendre une activité normale. Parce que vous mettez en place justement des actions très concrètes. On est le seul pays d'ailleurs à avoir des actions aussi poussées, aussi concrètes. À aujourd'hui, avant même celle que vous allez annoncer dans quelques jours avec Bruno Le Maire certainement. Mais vous avez mis beaucoup de choses en place pour faire en sorte que tout le tissu économique survive et peut-être même se relance après cette crise. Un mot là-dessus, justement, sur tout ce qui est fait. L'idée est très simple. D'abord, écoute, concertation et réactivité. Oui. Réactivité, je prends un exemple. Annonce des fermetures de restaurants à Marseille. 12 heures après, nous avions un dispositif permettant de compenser la perte de chiffre d'affaires. 12 heures après. Oui. Et il était opérationnel immédiatement. Bon, le président, ce soir, va annoncer un certain nombre de mesures sanitaires. Nous avons travaillé après-midi avec Bruno Le Maire pour, dès demain, commencer à annoncer un certain nombre de soutien, d'accompagnement. Donc, l'idée du gouvernement, c'est d'ailleurs conforme à ce que le président a annoncé dès le mois de mars. C'est un choix politique majeur quand on compare à beaucoup d'autres pays du monde. Aux États-Unis, par exemple, c'est l'individu qui supporte la crise. En France, c'est l'État, globalement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui ont des difficultés. Hein. Ni d'entreprises, il y a des entreprises qui ont des difficultés. Mais, vous l'avez dit, il n'y a aucun pays au monde qui a à la fois accompagné les salariés, l'activité partielle, et les entrepreneurs comme nous on le fait. Et l'idée, c'est de continuer, bon, on le dit, hein, on continue en le faisant à crédit, parce que la France n'avait pas les moyens de le faire. Mais on le fait quand même, parce que d'abord, les entreprises, je le dis très directement, sont indispensables à la vie sociale, sont indispensables pour que l'économie fonctionne. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Bien sûr. Hein, et j'espère que cette crise remettra au cœur du village l'entreprise, quelquefois qui est contestée. Mais s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien d'autre. Donc nous, avec Bruno Le Maire, notre objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs pour que l'économie fonctionne, parce que l'économie, c'est quelque chose qui, d'abord, à titre personnel, j'ai toujours considéré que le travail était pour un individu quelque chose de bien. Voilà, ça formait un individu, ça lui permet de s'épanouir, mais au-delà de ça, ça apporte à la société ce qu'on peut faire en France, c'est avoir de la sécu, avoir de la retraite, avoir des routes, des écoles. Et donc, nous, notre boulot, c'est de faire que les entreprises puissent continuer à tenir, même si c'est difficile, je dis bien, y compris pour les petites, c'est difficile, elles n'ont pas tous les mêmes revenus, quelquefois des chefs d'entreprise n'ont même pas de revenus eux-mêmes pendant cette période, mais l'entreprise tient, notre objectif c'est ça, pour que le moment venu, on soit capable de reprendre très vite. Évidemment. Et ce qui est intéressant de constater, excusez-moi, mais c'est au mois de mai, quand le président a dit déconfinement, nous avons très vite repris. Quand on regarde mai, juin, juillet, août, en août, nous avions 95% de l'économie en 2020 équivalent à 2019. 95%. D'accord. Donc, taux incroyable. Hein, il nous manquait encore 5%, mais on avait bien repris. Il y a ce que l'on attend de l'État et ce que vous faites pour aider dans cette période. Il y a ce que vous attendez des TPE, des PME. Comment, c'est le sujet de notre colloque aujourd'hui, comment est-ce que ces entreprises peuvent-elles aider à revitaliser encore plus le territoire dans les questions de décentralisation dont on parle de plus en plus? Comment est-ce qu'on peut compter sur ces entreprises pour justement redonner vie au territoire et laisser place à leurs initiatives pour cela? Tout d'abord, vous avez la gentillesse de dire que je connais un peu ces entreprises. Moi, je peux vous dire d'abord, j'ai confiance dans ces femmes et dans ces hommes qui ont choisi de mettre leur argent, de mettre leur valeur, de mettre leur temps dans l'entrepreneuriat. Oui. Leur entreprise, souvent, c'est leur bébé. Et donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, ces entrepreneurs-là sont résilients, sont capables de courber les chines, de passer les moments difficiles, de se priver, de travailler 2 fois, 3 fois plus pour que leur entreprise continue d'exister. Donc, la France a la chance
d'avoir ce tissu entrepreneurial. Vous disiez, Monsieur le Président, que 90% de vos adhérents ont moins de 20 salariés. Mais en France, c'est 95% des entreprises qui ont moins de 20 salariés. Donc, naturellement qu'il faut des grandes entreprises. Oui, il en faut, des industriels. C'est indispensable. Mais on a la chance d'avoir ce tissu, 3 millions d'entrepreneurs qui irriguent les territoires. Et c'est ça, la spécificité des entreprises, c'est qu'elles sont partout. Et un territoire n'est attractif que s'il a des services publics, c'est vrai, les écoles, la poste et tous les services publics, qui d'ailleurs peuvent être regroupés ou pas. Bien sûr. S'il y a de la culture, s'il y a des loisirs, et s'il y a de l'activité économique. Vous n'attirez personne dans des communes où il n'y a pas d'activité économique. C'est clair. Et on voit bien que les communes qui ont connu beaucoup de difficultés, c'est celles qui ont perdu leur activité économique. Donc, au gouvernement, en dehors de tout ce qui est fait pendant la crise, on a un vrai travail pour repermettre à la revitalisation de l'ensemble du territoire. Une France qui serait une France de 7-8 métropoles est une France qui, dans les prochaines années, aura des problèmes sociaux majeurs. Voilà. On en a vu une partie là, il y a un an avec les Gilets jaunes. Ça peut être beaucoup plus grave. Parce que les hommes et les femmes de ces territoires se sentent abandonnés de tout. Bien sûr. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de perspective. Et derrière, je le dis pour les entrepreneurs, il y a là la possibilité de bien y vivre, de faire des affaires et au bout du compte d'avoir une France harmonieuse. Alors naturellement, il y aura toujours des villes un peu plus dynamiques que d'autres. C'est normal, des métropoles plus attirantes que d'autres. Mais on peut très bien avoir un territoire qui soit harmonieux, dans lequel il fait bon vivre. Bon, la France, c'est un formidable pays. Les paysages, la gastronomie, le patrimoine, tout ça, c'est formidable. Partout, il y a des belles choses à faire. Donc il faut que ces belles choses soient accompagnées d'une activité économique. Et donc, ce qu'on est en train de travailler, les foncières, pour vitaliser les centres-villes, la numérisation des entreprises. Oui. Moi, j'ai pour objectif, en 2021, 1 million d'entreprises digitalisées, numérisées. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui visent à offrir ce bien-être français et sa vie sur le territoire. Et c'est ambitieux, évidemment. Laurent Giovacchini, en tant que président de la Fédération Syntec, vous avez certainement des questions à poser à Monsieur le Ministre. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Les mesures prises par le gouvernement, bravo, on s'en est saisi à la Fédération. On est très fiers, par exemple, d'être la deuxième branche qui s'est emparée du dispositif d'APLD. Et nous avons, grâce à un dialogue social de qualité au sein de la branche, pu signer cet accord sur l'activité partielle de longue durée avec la CGT, avec la CFDT, avec la quasi-totalité des organisations syndicales représentatives de notre branche. Ça va permettre, notamment dans nos entreprises particulièrement touchées par la crise automobile et aéronautique, de laisser passer l'orage et d'éviter de se séparer de compétences qui seront utiles quand ça redémarrera. Je voudrais vous demander, Monsieur le Ministre, comment vous voyez concrètement la façon dont nous pouvons, nous, fédérations professionnelles, travailler avec vous à la revitalisation des territoires. Vous avez parlé de la numérisation des entreprises. Évidemment, la Fédération Syntec, c'est celle du numérique, donc on se sent tout particulièrement concerné. Vous avez parlé de la nécessité de ne pas laisser aux seules métropoles le soin de capter la croissance. Comment nous, les métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil, les métiers de la formation professionnelle, de l'événementiel que nous représentons, nous pouvons travailler avec vos équipes, avec vous-même, pour progresser dans cette revitalisation de nos territoires. Tout d'abord, félicitations d'avoir été parmi les premières fédérations à signer ces accords APLD. Je le rappelle quand même, c'est 2 ans de perspective, hein, avec des possibilités tous les 6 mois de revoir. Et donc ça sécurise à la fois les salariés et l'entreprise. Et effectivement, ça a pour objectif de garder les compétences, avec là aussi un effort significatif de l'État. Ensuite, votre activité est utile pour les entreprises, pour leur passer dans le conseil, dans la numérisation. Puis enfin, vous savez, naturellement, l'État peut faire un certain nombre de choses, mais l'État ne peut pas rien faire tout seul. L'État a besoin d'abord, des collectivités locales, dans les territoires. L'économie, ça n'est pas que l'État, c'est aussi les collectivités. Et puis l'État, en tout cas mon ministère, est un ministère qui, par principe, ne peut pas, de mon point de vue, moi, en tout cas c'est comme ça que je l'organise, ne travaille jamais sans les représentants des professions. Jamais. Une des premières décisions que j'ai prises, d'abord, c'est d'avoir dans mon cabinet des hommes et des femmes qui sont issus de ces secteurs. Voilà, ce sont des professionnels, pour une partie d'entre eux.
Donc il y a des conseillers qui sont issus de ces secteurs, qui sont à votre disposition. Deuxième décision, j'ai écrit à l'ensemble des organisations professionnelles pour leur dire, dites-nous quelles sont les mesures que vous considérez utiles pour vos membres. On a eu presque 500 réponses, donc on est en train de dépouiller, et très vite, je proposerai au Premier ministre et au Président un plan spécifique pour accompagner ces entreprises, pour leur permettre d'avoir ce que j'appelle moi un environnement compatible avec leur taille, avec leurs besoins, sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan réglementaire, de façon à ce qu'on sorte d'un système qui consiste à constater que le matin, 95% des entrepreneurs ne sont pas certains d'être totalement tranquilles. Oui. C'est tellement complexe que tous ceux qui sont parmi les meilleurs, qui n'ont aucune envie de tricher, eh ben néanmoins, sont dans l'incertitude d'être totalement en règle sur tout. Bien sûr. C'est insupportable. L'entreprise n'est pas coupable, l'entreprise doit être, au contraire, elle est totalement utile. Et donc l'État n'est pas là pour réglementer, pour sanctionner, pour contrôler. Quand il faut sanctionner ceux qui trichent vraiment, sanctionne. Et il vaut mieux d'ailleurs que ce soit des sanctions dures, pour éviter que ça soit le cas. Mais c'est le cas sur même pas 1% des entrepreneurs. Et donc les autres, l'immense majorité, nous devons être là pour simplifier, pour écouter et pour accompagner. Ça, pour moi, c'est mon triptyque. Changer de logiciel. On a la chance d'avoir une administration formidable en compétences. Et bien qu'on mette cette administration au service de l'entreprise plutôt que le contraire. Donc ça, c'est un objectif qui est pour moi la ligne de conduite totale. Et pour ça, j'ai besoin, Monsieur le Président, de vous pour me dire dans vos branches qu'est-ce qui est utile qu'on fasse pour qu'encore ça soit meilleur pour vous et plus facile pour vous. Merci, c'est très clair. Je peux témoigner du fait que avec ce gouvernement et dans cette crise, les relations sont extrêmement étroites avec vous-même, avec Bercy en général, avec les autres ministères concernés. On a une écoute, on peut porter des propositions, on l'a fait parmi les 500 que vous citiez tout à l'heure. On a par exemple porté une proposition de suramortissement dans le domaine de l'investissement numérique, qui nous tient beaucoup à cœur. On voudrait également pouvoir augmenter les seuils pour éviter les mises en concurrence sur les marchés publics, pour aller plus vite et pour dynamiser et faire repartir plus vite, notamment les marchés de travaux dans les collectivités locales, etc. Ça fait partie de toutes ces propositions que l'on vous a faites et qu'on ira porter prochainement, puisqu'on se voit en tête-à-tête dans quelques jours. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre intervention ce soir. Vous aurez des choses à vous dire. Petite question juste parce que vous le savez, on est en direct dans ce colloque digital avec des gens qui nous regardent. Permettez-moi de petites questions qui nous sont posées là. Alors, on n'aura pas le temps de répondre trop longuement à tout cela, mais au moins que vous ayez les thématiques. Bonjour, Monsieur le Ministre. Vous dites souhaiter que les entreprises se numérisent, y compris les plus petites. Dès lors, pourquoi circonscrire le soutien de l'État aux investissements numériques dans l'industrie ? Suramortissement, subvention, quid des services? Pas du tout, parce que dans le plan de relance, il y avait cette focalisation industrie, très clairement assumée. Mais néanmoins, dans le plan de relance, c'est 100 milliards, il y a 25 milliards fléchés directement TPE-PME et 40 milliards de façon indirecte. Et dans une réunion que nous avons eue la semaine dernière à Bercy, Bruno Le Maire a arbitré, c'est 40% de prise en charge pour la numérisation industrielle, il y aura 40% de prise en charge pour toutes les entreprises. Oui. Pour toutes les entreprises. Donc, il faut que je trouve le milliard et demi, bon, qu'il faut faire transiter d'une ligne à une autre pour couvrir cet engagement, mais nous le ferons. Parce qu'il est important que l'ensemble de l'économie puisse passer à un autre cap. Bien sûr. Donc, nous le ferons pour tout le monde. Chez Syntec, on aime beaucoup l'industrie, ce sont nos clients, mais on aime évidemment encore un peu plus les services. Et on pense que les emplois qui seront créés demain continueront à l'être très majoritairement dans les services. L'industrie, on ne demande que ça, qu'elle reparte, qu'on relocalise des chaînes de valeur. Les start-up, on y croit aussi, mais le gros des créations d'emplois à forte valeur ajoutée se fera dans nos métiers. Une dernière remarque de ceux qui nous écoutent dans ce colloque pour parler justement des territoires et aussi du quotidien des entreprises. Le sujet de la reconversion des salariés est clairement posé dans ce contexte sanitaire. Aussi dans le cadre de la relance, pourquoi conditionner les aides extraordinaires mises en place par l'État, les conditionner donc à des accords de branche dont nous connaissons les difficultés actuelles pour leur extension et notamment l'accord Pro A. Est-ce que vous sauriez répondre à cela ?
Tout d'abord, la formation est un des enjeux du plan de relance. Très clairement, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans la formation, dans un premier temps sur l'apprentissage. D'ailleurs, on remarque que, contrairement à tous les pronostics, il y aura autant d'apprentis cette année qu'il y en a eu les années précédentes, oui. Ce qui est quand même un effort. Les 4 000 € pour embaucher les jeunes de moins de 26 ans. Donc, nous sommes très conscients que la reconversion, la formation est quelque chose d'essentiel. Naturellement, à un moment donné, il faut qu'il y ait des accords de branche pour structurer les éléments. Et pourquoi il y a des accords de branche? Parce que souvent, les toutes petites entreprises n'ont pas la possibilité de négocier. Donc la branche a cet intérêt de mettre un cadre. Mais derrière ce cadre, après, il y a de la liberté pour chacun de pouvoir trouver son chemin. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut que ces accords soient, selon le jargon, étendus. Alors ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'un autre ministère, mais c'est parfois un peu long, donc c'est pour ça aussi que c'est important. En tout cas, merci sur l'aspect apprentissage, parce que à notre demande, vous avez accepté que les aides aillent jusqu'au Bac+5 et ne soient pas limitées au Bac+3. Nous, notre vivier d'embauche, c'est beaucoup les Bac+5 dans nos métiers. Alors pas que pour les TPE, PME pour le coup, mais pour l'ensemble des entreprises, et pour ne pas casser cette dynamique de l'apprentissage, y compris pour les métiers d'ingénieur, hein, ce qui n'était pas évident. Autrefois, on disait un apprenti quand même, vous croyez. Maintenant, les métiers d'ingénieur, les Bac+3, 4, 5, sont des alternants, sont des apprentis, et ça fonctionne bien, et c'était important qu'on ne soit pas exclu de ce dispositif. Et merci. Vous savez, Monsieur le Président, dans mes fonctions précédentes, j'ai l'honneur d'avoir créé les universités régionales des métiers. Pour bien dire que l'apprentissage n'était pas uniquement le niveau 5, niveau CAP à l'époque, et que l'apprentissage c'était tout au long d'une formation. Et aujourd'hui, on a des apprentis. J'étais il n'y a pas 15 jours dans un centre de formation d'apprentis du bâtiment. Des jeunes étaient en 7e année de formation. J'ai dit aux journalistes qui m'accompagnaient, ils ont fait autant d'études qu'un médecin quasiment. C'est ça. Alain Griset, partout où vous passez, tout le monde salue le fait qu'enfin on a un ministre avec un portefeuille comme celui-ci. Tous les gens bénissent ce ministère finalement avec cette appellation, et en plus le fait d'avoir un ministre qui connaît bien son sujet, merci beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, quand vous avez le dos tourné sur un événement sur lequel nous étions ensemble récemment, même une ministre qui vous succédait ensuite sur scène a dit le plus grand bien justement, et la joie d'avoir dans le gouvernement un bonhomme comme vous, et avec beaucoup d'affection derrière ce mot-là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui vous regardent, qui sont aussi des chefs d'entreprise, de TPE, de PME? Vous êtes de leur milieu, ils sont de votre milieu, aujourd'hui vous le représentez. Quel est le mot de la fin que vous aimeriez leur offrir avant de demander au président Giovacchini? Merci pour la pression supplémentaire. C'est fait exprès. Bien. Et je sais d'ailleurs que beaucoup d'entrepreneurs, considérant qu'effectivement il y a à la tête de ce ministère entrepreneur, attendent des résultats. Et donc, moi, mon défi aujourd'hui, c'est en gros de faire ce que j'ai demandé avant. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ils peuvent compter sur moi pour en tout cas mettre toute l'énergie nécessaire pour aboutir à ce résultat. Et au bout des quelques mois, je ne sais pas combien de temps ça durera, où le président me permettra de continuer à travailler, je serai déterminé d'abord à les écouter et à essayer de trouver des solutions adaptées pour que notre économie puisse progresser et pour que ces hommes et ces femmes soient récompensés, ne serait-ce que par l'investissement qu'est leur et les valeurs qu'ils portent, qui sont indispensables à notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Laurent Giovacchini, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne et de l'intervention d'Alain Griset et de ce colloque depuis 2 heures? Ce colloque, je crois qu'il a montré que nos métiers, le numérique, le conseil, l'ingénierie, l'événementiel, la formation professionnelle, avaient un rôle à jouer, un rôle important à jouer en faveur de la revitalisation des territoires, pour essayer de réduire la fracture territoriale dans toutes ses dimensions, sociales, sociétales, économiques, numériques, écologiques. On a un rôle à jouer à tous les niveaux et une grande responsabilité. Donc, on va, à partir de ce qu'on a dit dans ce colloque, à partir d'autres réflexions qu'on mène en parallèle, construire un cahier de propositions, un cahier, une sorte de livre blanc, alors pas un cahier de doléances, mais disons un cahier de propositions qu'on va porter, y compris à l'occasion des élections régionales, qui se tiendront quand elles se tiendront, mais qui en principe approchent, si elles se tiennent à la date prévue. Et on va à cette occasion mettre en évidence la manière dont nous pouvons agir. Nous sommes vraiment persuadés que ce que nous avons quelque part malheureusement contribué à créer, nos métiers, c'est-à-dire ces grandes métropoles puissantes qui sont un atout qu'il ne faut pas perdre, bien sûr, mais
dont la Constitution s'est fait un peu au détriment du reste de la France, que nous avons maintenant le devoir, y compris à partir de ces points d'ancrage, de ces harpons dans les métropoles, on aurait dit ruisseler, c'est pas le bon terme, en tout cas d'opérer une forme de desserrement métropolitain et de faire en sorte que les territoires ruraux, les territoires périphériques, les villes moyennes profitent aussi de la croissance qui, je l'espère, va renaître après la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Et puis, merci à vous tous qui avez suivi ce colloque un peu particulier, avec la frustration que l'on connaît les uns les autres depuis quelques mois de ne plus être ensemble. Mais finalement, le digital, et c'est le métier de beaucoup d'entre vous, nous a permis au moins de passer ce moment ensemble. Merci à toutes les équipes de la Fédération Syndec. Merci en particulier à Mathieu Rosy et à ses équipes qui ont fait un superbe boulot en coulisses pour se réadapter en urgence, pour quand même vous proposer cet événement. Et merci bien sûr à toutes les équipes techniques qui sont aussi des membres parfois de vos agences et qui nous permettent aussi tout cela. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous retrouver, j'espère vous voir bientôt en chair en os dans vos territoires. Merci de ce que vous êtes, chacun d'entre vous sur les territoires, et surtout merci de ce que vous y faites. À très bientôt.